L'étudiant japonais Ritsuki Kakoyama se fait enculer par Truck-kun dans le monde Isekai juste après son entrée dans l'université de ses rêves. Mon homme renaît dans la maison d'un paysan au lieu de ses incroyables incarnations nobles et riches, donc Truck-kun avait vraiment du bof contre ce type. Sa famille est plutôt dégueulasse et il est victime d'intimidation parce qu'il a les cheveux noirs asiatiques, ce qui est une chose étrange dans ce monde. Heureusement, la vie de mon frère monte d'un cran au moment où la notification du système le salue, lui donnant l'impression qu'il est enfin sur le point de gagner. Ses espoirs sont également anéantis lorsque le système le traite littéralement de perdant. Ses chances étant anéanties, il n'a désormais plus d'autre choix que de se démener pour raser la dette familiale. Notre garçon pensait qu'il pourrait exceller en devenant la seconde venue de Léonard de Vinci ou peut être un puissant chevalier et un jour, ses rêves deviennent réalité lorsqu'il rencontre un grizzly. La vie d'Ian et de sa sœur est sauvée grâce à un mage vaporisant ce gros Télétubby. Il n'avait aucune idée de ce qu'un puissant mage faisait dans un village comme celui-ci, mais la femme a suscité la curiosité du garçon en lui racontant comment elle avait reçu une prophétie lui demandant de rechercher un garçon aux cheveux noirs dans l'espoir de l'élever. Sachant que ce garçon correspond à la description de ce qu'elle recherchait, elle s'intéresse à Ian pendant que l'enfant est ici en train de se demander comment diable elle a réussi à tirer sur cet ours géant. N'importe qui pouvait devenir mage, et cette pensée donnait de l'espoir à Ian, le faisant rêver s'il pouvait un jour aussi utiliser la magie. La gentille femme lui a assuré que lui aussi, bien qu'étant un paysan, pouvait changer son destin et devenir un mage. Elle lui proposa même de lui apprendre la magie, tandis que le garçon réalisait enfin qu'il pouvait renverser ses chances en acceptant cet accord. Le mage emmène son nouvel élève dans sa petite salle d'études et immédiatement, Ian rencontre son premier puissant adversaire, un lourd manuel contenant les bases absolues de la magie intitulé Moronius. Oh! Et au fait, le mage s'est en fait officiellement rendu chez lui pour obtenir la permission de ses parents et même du seigneur de la ville, juste pour s'assurer que les choses ne les dérangent pas plus tard. Alors que les gens attendent de grandes choses de sa part, Ian est prêt à faire de son mieux. Elle le prépare pour la première leçon pendant que le système du garçon note lentement son niveau de progression tandis qu'il feuillette le livre. Moronius atteint un taux d'achèvement de 27% et plusieurs autres manuels lourds et non étranges de sorts de Harry Potter plus tard. Le garçon atteint finalement 99 pour son taux d'achèvement. Moronius est entièrement terminé. Ainsi, le garçon peut désormais parfaitement utiliser le langage magique et comprendre son utilisation pour les mages. 7 années entières se sont écoulées. Oui, tant de temps passé à son éducation et d'une manière ou d'une autre, ce méchant mage a la même apparence qu'avant. Elle estime que leur tutelle privée est désormais terminée. Alors qu'Ian a considérablement grandi, il est temps pour eux de passer à l'étape suivante ensemble. La seule compétence actuelle du garçon est qu'il connaît le langage magique et la capacité de le manipuler. Dans la scène suivante, nous assistons à des montagnes fascinantes avec un ciel serein, et sous ce magnifique horizon, Ian se fait botter le cul en tombant du ciel. Il se plaint à son maître d'aller trop vite, mais il est clair que le professeur apprécie beaucoup cela. Bro tremble de peur, exprimant qu'il n'a appris qu'une foutue langue au cours des 6 dernières années, donc ce n'est pas comme s'il était un vrai mage ou quoi que ce soit. Son professeur le regarde avec intrigue tandis que Bro supplie pratiquement d'être sauvé par quelqu'un d'aussi haut dans le ciel. Maman Mage lui demande d'essayer de se concentrer sur les voix autour de lui pendant que Bro est ici en pensant que ce psychopathe pourrait être un schizophrène, car qui diable peut écouter des voix dans un endroit comme celui-ci? Le seul son qu'il entend en ce moment est celui du vent ondulant, mais étrangement, quand Ian se concentre très fort, il entend les chuchotements et les ragots de certaines entités qui semblent impressionnées par le fait qu'un humain vole réellement. Cela surprend notre garçon, le faisant se demander si c'est censé être la voix indicative de Maronius. Ayant réussi à entendre ces voix, le système indique qu'il a débloqué une nouvelle compétence appelée art aérien, lui permettant de manipuler la magie du vent. J'adore la façon dont la première compétence pratique de Bro est de devenir Superman. Après cette séance d'entraînement rigoureuse, son maître continue de le taquiner tout en riant de son triste état. Ian se moque d'elle pour s'être amusé pendant qu'il souffre. Son point concerne en fait l'état des mages qui empruntent le pouvoir des mystères de la nature en communiquant réellement avec eux. C'est ainsi qu'opère la magie de ce monde, ce qui surprend le garçon. Cette voix là-haut, le mage bâti remarque que c'est en fait la voix du vent et qu'il a aussi besoin d'entendre les voix d'autres mystères. Ian, qui comprend désormais comment fonctionne la magie, est heureux de suivre cette approche. Le désignant avec sérieux, elle lui confie sa deuxième mission, la compréhension des arts de l'eau. Comme vous pouvez le deviner, Bro est envoyé se noyer sur le cul et devenir Michael Phelps ou pratiquement mourir dans la mer. Il ne peut même pas communiquer avec l'eau ondulante, là maintenant à peine ensemble. Ensuite, son professeur lui demande de s'attaquer aux arts du gel et il est donc envoyé plonger dans le froid au milieu de ce putain d'Antarctique où ses couilles sont gelées. À ce stade, son professeur est plein d'espoir et plutôt impressionné par la vitesse d'apprentissage de Bro. Pendant ce temps, notre garçon de son côté remet en question son existence et suit à peine les choses.
Sans saisir l'élan, ce méchant psychomage claque des doigts pour projeter les flammes de l'enfer juste devant Ian. Notre garçon sait que juste après s'être gelé les couilles, cette femme est sur le point de les brûler elle aussi. Il demande grâce à son maître, mais comme toujours, il entend le bruit des flammes suscitant l'intrigue chez le jeune humain. La première question que posent les flammes est de savoir si elles peuvent le brûler de joie. Eh bien, vous pouvez imaginer la réaction de notre garçon parce que Bro sait qu'il est littéralement cuit. Dans la scène suivante, nous entrons dans les cavernes où Ian est censé acquérir une compréhension des arts de la Terre, la tâche finale jusqu'à présent. La voix de la Terre est en fait assez apaisante, divagant sur une certaine sagesse comme celle de Maître Oogway ou quelque chose du genre. Même notre garçon est confus et ne comprend pas ce qu'il vient d'entendre, ce qui l'amène à se demander s'il n'a pas actuellement la capacité de comprendre ou de comprendre les arts de la Terre. Bro prend cela comme un signe de soulagement et quitte la zone lorsque soudain le système affiche une autre notification expliquant comment il a gagné des points de compétences en bonus. Ces points peuvent aider à augmenter ses compétences magiques. Une centaine d'entre eux sont disponibles dès maintenant. Cela confirme à peu près à Ian qu'il est un foutu tricheur dans ce monde car il n'a aucun moyen d'obtenir ce genre de choses gratuitement. Évidemment, puisque la Terre est l'élément qui manque actuellement, il décide d'en améliorer davantage en appuyant sur l'écran. Peu de temps après qu'il l'ait pointé du doigt, l'écran clignote d'un bleu aveuglant. À ce stade, la voix de la Terre lui commande d'exprimer que la lave se trouve juste en dessous et que s'il n'y prend pas garde, un tremblement de terre pourrait se produire et faire éclater cette lave à la surface. Ian comprend désormais ce que cette voix essaie de dire. Son objectif est simplement de foutre le camp d'ici et de confirmer à son maître qu'il a entendu un mystère. Premièrement, Ian ordonne au feu de brûler, se créant lui-même une lumière pour naviguer dans les choses. Cette fois, une voix différente hurle de douleur, exprimant sa colère contre la lumière. Ian essaie de discuter avec lui, se demandant si c'est aussi la voix de la Terre. Cependant, cet élément est différent. Ce n'est pas un élément dont son propre maître lui a parlé. Parce que, voyez-vous, la seule chose qui déteste vraiment la lumière, c'est la voix des ténèbres, et c'est là ce qu'est ce mystère. Ian est surpris. Alors qu'il est dehors, son maître examine son emploi du temps, réalisant qu'elle devra peu être assistée à une prochaine conférence de pyromanciens. Son élève sort en toute hâte. Elle félicite Ian d'avoir enfin réussi, tandis qu'il partage une autre nouvelle passionnante, avoir pris contact avec les ombres des ténèbres. Cette révélation laisse en fait la mâchoire grande ouverte de la mage Buddy, car elle ne s'attendait clairement pas à ce qu'il se connecte avec l'obscurité. Cela l'amène à se demander s'il a vraiment pris contact avec un mystère aussi lâche, et son silence inquiète Ian. Elle s'adresse au garçon, partageant qu'ils doivent descendre la montagne. Le garçon est heureux de faire cela, curieux de savoir où se déroulera leur prochaine aventure. Mais il semble que Ian ait mal compris ses paroles car, voyez-vous, son maître veut dire quelque chose de complètement différent. Elle déclare qu'ils se sépareront officiellement d'ici. En lui montrant sa gauche, elle lui suggère de se rendre au Chronolique où il assistera bientôt à la conférence des sorciers de l'espace-temps car s'il est destiné à apprendre de tels arts, alors il aura également la chance d'y rencontrer un sorcier de l'espace-temps compétent. Bro est déconcerté parce que tout d'un coup on lui dit d'apprendre une chose complètement nouvelle concernant l'espace-temps. Voir sa confusion la rend heureuse. Eldiette pense que le jeune garçon est né avec une affinité naturelle pour la découverte de mystères et, d'après son intuition, elle peut dire qu'il sera également capable d'exercer le pouvoir de l'espace-temps. Sur ce, leur contact prend fin. Eldiette est ravie de le retrouver après 3 ans à Dranheim. Dans la scène suivante, nous nous présentons à la région dont elle lui a parlé. Cette ville a un aspect plutôt rural. Alors que les gens s'affairent, Ian cherche la conférence dont son maître lui a parlé. Il pense toujours que cette femme est vraiment imprévisible pour l'avoir envoyée ici. Un homme parmi la foule semble être un guide de voyage prêt à aider quiconque à voyager vers le nord. Ian se souvient que son maître lui avait dit que la conférence aurait lieu dans le nord et comme il est libre de voyager, notre garçon pense que c'est une bonne opportunité pour lui de partir tout de suite. Dans la scène suivante, nous avons un groupe de personnes s'installant dans un camp. Parmi ces personnes, Ian est également assis. L'un de ces hommes, celui qu'il a appelé plus tôt, est le maître de la guilde marchande Leek. Leek demande si c'est la première fois que le garçon se dirige vers le nord, ce à quoi Ian confirme qu'il n'y va que parce que quelque chose s'est produit. L'homme plus âgé entend cela et commente que le garçon n'a probablement aucune idée de Dragon Mountain à ce moment-là. Ian exprime sa confusion car apparemment ce Drake est censé regorger de drakes noirs magnifiques mais dangereux. Ces drakes ne sont pas faciles à repousser. Leek agit comme un copain avec l'enfant et lui demande s'il sait au moins comment se battre ou courir. Ian n'est pas à l'aise avec ce mec mais il répond qu'il n'est pas vraiment en confiance. Immédiatement, l'homme apparemment gentil se retourne contre lui et traite notre garçon d'inutile, remettant en question sa profession. Avec beaucoup de honte, le garçon partage qu'il est un mage. Je ne sais pas ce qui arrive à Leek car il tremble sous le choc et traite le garçon de seigneur mage. En entendant leur conversation, une fille est attirée par le garçon. Cette fille masquée se retourne pour voir ce qui se passe tandis que les autres hommes sont toujours confus, voire choqués que ce gamin soit censé être un mage. Ian ne comprend vraiment pas pourquoi ces gens sont si stupéfaits, car sa petite révélation a complètement changé l'environnement.
Comme s'il vénérait ses capacités, Lee se transforme rapidement en subordonné et attrape le bol, heureux de servir le garçon quelques secondes. Même si Ian décline l'offre, cet homme se rend quand même chez le serveur de nourriture pour lui chercher un nouveau bol. De plus en plus de gens commencent à discuter du statut de mage d'Ian. Certains d'entre eux doutent même de ses capacités, estimant que son apparence le fait ressembler à un faible de 3e ordre qui ne sait pas de quoi il parle. Ces haineux détestent durement notre gars en pensant qu'il n'a pas tout ça, alors que Ian est un garçon sympa qui ne leur prête pas attention. La fille de tout à l'heure qui s'intéressait à lui décide de lui parler, lui murmurant que s'il est vraiment un mage, alors le garçon devrait essayer d'utiliser un sort et montrer à ces gars qui est en réalité le patron. Cela peut sembler être une approche affirmée et énergique. Cependant, Ian ne comprend pas vraiment le point. La jeune fille explique que les mercenaires sont généralement connus pour se moquer des gens calmes, les traitant de timides ou de faibles. C'est pourquoi il est nécessaire que ces personnes montrent leur pouvoir et intimident ceux qui doutent de leur force. Parce que si Ian peut simplement faire cela, il leur montrera qui est le meilleur, et les mercenaires deviendront automatiquement ses subordonnés prêts à le protéger en cas de problème. L'idée est un peu nouvelle pour Ian, qui comprend d'où vient la fille, mais ne comprend pas ce qu'il est censé faire dans cette situation. Parce que tout d'abord, Bro n'a pas vraiment eu l'expérience de se mettre en colère contre les gens auparavant. Pendant que cette conversation se déroule, le mec assis à servir la nourriture crache dans le bol de Ian avant de l'enduire d'une feuille. Ce manque de respect fait vraiment chier notre garçon qui n'arrive pas à croire que ce connard ait eu l'audace de cracher sur sa nourriture. Tout d'un coup, le sol tremble et le serveur se rend compte qu'il a fait une erreur. Ian s'approche du salaud et s'adresse à eux avec une présence puissante, se demandant comment il ose cracher ainsi dans son assiette. Le serveur mouille son pantalon de peur, alors il se soumet rapidement avec terreur, s'excusant auprès du seigneur mage pour ses actions odieuses. L'énervant encore plus, le serveur déclare qu'il voulait juste polir l'assiette. Ian est furieux que la meilleure idée de ce type pour polir une assiette soit d'abord de cracher dedans. L'homme affirme que l'eau est en réalité sale et que cela aurait donc été pire. Ian ne comprend pas vraiment le sens d'une telle affirmation, remettant en question sa logique. Le serveur explique donc en détail comment l'eau est en réalité pleine de boue et de parasites. C'est pourquoi il ne lave pas vraiment les assiettes avec de l'eau. Et mon Dieu, mon frère, c'est le pire raisonnement qui soit, car cet homme croit en fait que sa broche est plus propre en comparaison. La phrase traumatise Ian, le hantant pour le reste de la nuit. Bro est ici en train de devenir fou, complètement transformé en pierre devant les mercenaires et les serviteurs parce que cet âge médiéval n'a en réalité aucun sens de l'hygiène. Frustré, Ian marmonne froidement un sort, faisant jaillir la puissance des flammes du feu de camp voisin. Ces flammes atteignent des hauteurs plus hautes que les humains environnants, les intimidant et surprenant la fille qui lui a fait la suggestion. Gardant son ton affirmé, Ian leur ordonne d'aller rapidement chercher de l'eau, les réprimandant pour une bande de sales salopards médiévaux. Les deux hommes courent à toute vitesse pour aller chercher de l'eau, ne sachant même pas ce qu'ils ont vraiment fait de mal au départ. Dans la scène suivante, on retrouve la nuit calme. Il semble que tout le monde s'endort, sauf que les mercenaires sont à la recherche de Cathy, la fille qu'ils ne trouvent pas. Un salopard excité veut Cathy pour lui tout seul parce que son bâton médiéval d'un pouce fait des siennes à 3 h du matin. Au loin, il parvient à la retrouver, alors le chien cornu appelle Cathy pour la presser de venir vers lui. Soudain, l'homme remarque que Cathy est réellement assommée. Elle a été enlevée par une bande de bandits. Les mercenaires crient après les bandits, mais tout leur acte machiste échoue lorsque l'un d'eux est soudainement tué d'une flèche lui transperçant la poitrine. Les mercenaires rugissent de colère face à ces agresseurs qui tuent un de leurs camarades. Ils se lancent rapidement dans l'action, dans le but de combattre ces gars et même de les tuer. Le chef de ce groupe inconnu les traite comme une bande de petits insectes, mais c'est ici que Cathy se réveille à nouveau et commence à mordre le dos de ce mec. Le gars est obligé de la jeter à terre parce qu'il ne pouvait pas risquer de se faire couper le bras avec la technique secrète de morsure de Goku. Cathy a du mal à s'enfuir, tandis que le chef ordonne à ses hommes de poursuivre rapidement la cible pendant qu'elle s'enfuit. Pendant que tout cela se passe, notre garçon dort dans sa tente avec les mêmes souvenirs obsédants, se rendant compte que ces connards médiévaux utilisent en réalité de la broche pour nettoyer. L'agitation extérieure le réveille rapidement de son cauchemar. Une voix mystérieuse lui crie de se lever vite. Mon homme ressent l'aura de l'atmosphère environnante avant d'entendre les bruits des mercenaires qui courent vers lui. Leek est le premier d'entre eux, appelant le seigneur mage et expliquant qu'ils ont de gros problèmes. Dans la scène suivante, notre garçon atteint la zone de combat où ces mercenaires affrontent les bandits. Le chef est en fait le plus fort d'entre eux, coupant les mercenaires avec son épée comme si ce n'était pas grave. En fait, il veut que tous ces hommes abattent ces gars sans pitié et qu'ils recherchent ensuite la femme disparue. Cathy, leur cible, se cache actuellement derrière l'arbre à proximité. Elle recule d'horreur, ne sachant pas ce qu'elle doit faire car au rythme actuel des choses, elle sera rattrapée en un rien de temps. Pendant qu'elle se cache, un gars vient révéler son emplacement, confirmant ses pires horreurs d'être retrouvée. Avec une lame sur le visage, l'homme menace de lui couper le bras si elle ne se remet pas rapidement sur pied. Cathy, terrifiée, boude d'horreur, sachant que sa vie est désormais terminée.
Avant même qu'elle puisse se tenir debout, ce salaud impitoyable lève son épée pour la battre, mais à ce moment précis, quelque chose le frappe avec suffisamment de force de frappe pour que même le sol se brise sous l'impact. Katy est sans voix alors que son sauveur se tient juste derrière elle. Ian a jeté son sort et arrive au bon moment. Elle le regarde avec émerveillement tandis qu'il lui prend la main et demande à la jeune fille de rester près de lui. Sa confiance la réconforte, tandis que le reste du groupe se regroupe également comme un train et se tient derrière le seigneur mage. Cela a l'air drôle, mais c'est en fait méthodique car Ian a un sort. Il chante ouvert comme la technique du four de Tsukuna, mais au lieu du feu, cet homme rassemble la puissance des ténèbres et de la foudre concentrée dans une seule sphère. Les mercenaires environnants ainsi que les bandits remarquent ce sort et en quelques instants, toute la région est enveloppée de noir. Ne pouvant rien voir, ils jetèrent leurs torches avec inquiétude, mais à part cette petite inférence de lumière, rien n'est visible. Ces gars commencent à se croiser dans le noir comme si le courant était coupé. Mais pendant qu'ils se débattent, la formation de train d'Ian aide son propre groupe. Il avance avec confiance pendant qu'ils le suivent, et en utilisant cette technique, il pense qu'il devrait s'en sortir facilement. La compétence qu'il utilise actuellement est l'un des arts de l'ombre associés à son attribut de vision sombre pour voir des choses dans le noir. Malheureusement, de mauvaises confidences finissent également par se produire car l'un des assaillants finit par tomber sur Leek, provoquant des ennuis. C'est mauvais car le gars lève rapidement son épée pour les abattre avec le peu de chance qu'il a. L'homme à l'avant, Leek, a peur pour sa vie et ne demande qu'à être épargné. C'est un vieil homme impuissant, alors Ian doit intervenir avec le lancement de son incantation de feu. Vous vous souvenez quand il l'utilisait pour allumer une torche plus tôt? Eh bien, cette fois, Bro utilise littéralement la torche pour engloutir le visage de ce mec, le brûlant vif. Après avoir été un steak brûlé, Bro touche le sol, effrayant les autres bandits. L'homme auquel ils font face n'est pas une blague, et même Ian comprend que cette démonstration de pouvoir devrait suffire à effrayer les autres et les pousser à fuir pour sauver leur propre vie. Comme il s'y attendait, une soudaine panique se produit. Les bandits veulent se rassembler et s'enfuir, mais leur chef refuse de les laisser aller nulle part, hurlant qu'ils chargent en avant. Malgré la confiance de Bro, ce n'est pas comme si quelque chose de différent allait se produire car de manière inattendue, l'un des Drakes noirs arrive, le surprenant en arrachant la tête de leur chef. C'est une mort horrible qui suscite la peur de la mort chez les membres restants du parti, mais ce n'est pas tout. Même notre garçon est terrifié car la situation est devenue beaucoup plus compliquée avec l'arrivée de ce monstre mangeur de chair. La bête curieuse regarde les autres humains d'un air ludique tout en dévorant l'un des leurs, comme un prédateur qui a trouvé tout un groupe de proies à dévorer. Les bandits restants s'enfuient effrayés, mais la peur est également présente dans le groupe d'Ian, Leek bégaye, attirant l'attention du mage sur le Drake. Malgré les compétences de mage de notre garçon, il n'a pas l'expérience nécessaire pour affronter quelqu'un d'aussi puissant que ce Drake. Même Ian comprend qu'il se dirige vers une destruction totale tandis que le système remarque qu'ils sont confrontés à une rencontre avec l'un des mystères primordiaux. Cela l'aide à débloquer automatiquement une nouvelle compétence appelée Invocation, permettant à Ian de communiquer et d'invoquer d'autres formes de vie. Cela semble être une capacité pratique compte tenu de ses chances contre cette bête monstrueuse, mais cela amène également notre garçon à se demander si la bête devant lui n'est pas différente de tous les mystères qu'il a déjà rencontrés. Ils étaient tous des éléments différents, mais s'il pouvait seulement communiquer avec cette créature, il pourrait survivre. Malgré son hésitation, Ian tente sa chance et appelle le Drake qui le regarde avec du sang coulant dans sa bouche. Leke et les autres pensent sincèrement qu'ils sont sur le point d'être envoyés en enfer même avec Ian qui les protège, tandis que le mage regarde patiemment la bête qui grogne devant lui dans le but d'intimider l'humain. Rassemblant une certaine confiance en ses capacités, Ian continue de communiquer en sachant que pendant tout ce temps, aucun des mystères n'a jamais osé trahir ses efforts. Le mage se présente mais de la manière la plus cornée imaginable en exprimant qu'il est un ami du Drake. Ouais. Il semble qu'il ait également dû apprendre à parler sans jutsu auprès de Naruto au cours de son saut de 7 ans. Quoi qu'il en soit, le Drake est déconcerté, tout comme la fête de Bro. Ian tient littéralement une pancarte dans sa tête pour expliquer que les amis ne sont pas censés se battre, mais je pense que Bro oublie le fait que cette chose a littéralement rongé un mec frais dans sa bouche. La créature grogne en retour, ce qui amène les autres à se demander ce qu'elle dit au mage. Le visage d'Ian affiche de la confiance, mais ce qui est vraiment hilarant, c'est que même lui ne comprend pas ce que cette chose essaie de lui dire, donc il est tout aussi perdu que les autres. À l'heure actuelle, il n'a absolument aucune chance de communiquer, alors il dépense les points restants pour améliorer ses compétences, les plaçant tous dans ses statistiques d'invocation avec la possibilité de communiquer. Après avoir augmenté sa statistique d'invocation, notre garçon peut enfin comprendre le langage de Drake, ce qui lui donne une chance de lui parler. Ian confirme une fois de plus si c'est vrai en appelant le Drake, mais dans sa tentative, il exaspère la bête, le faisant rugir au visage pour avoir perdu son temps. Le groupe d'Ian chie des briques pendant qu'il tient le coup et rassemble ses mots pour une conversation. Tout d'abord, il explique qu'il n'a pas l'intention de combattre le monstre, mais le Drake répond qu'il serait insensé d'envisager une telle idée de le combattre.
Ian lui assure qu'il le sait et qu'il perdra immédiatement s'il tente même de l'attaquer. En fait, il joue avec l'arrogance du Drake, donnant l'impression que ce serait une perte de temps pour eux de combattre la grande bête. Le fier Drake croit que les humains implorent pitié. Leek et les autres pensent qu'ils communiquent par la communication pendant que Cathy attend patiemment. Le Drake rugit en disant qu'il serait en effet inutile d'essayer de tuer le reste des faibles, ce qui est exactement ce que veut notre garçon. Ian commence à penser que cette négociation leur est favorable. Un petit problème, la bête rugit en disant qu'il est d'humeur plutôt merdique en ce moment, ce qui sous-entend qu'il n'a pas l'intention de les laisser partir. Le groupe d'Ian est à genoux, implorant qu'on leur laisse la vie, tandis que notre garçon se demande ce qu'il va encore faire. Ian prend cela comme un signe que le Drake lui dit de se perdre et qu'il n'a pas vraiment d'autre choix que d'affronter la bête avec une approche directe. Se battre n'est pas ce qu'il veut dire ici car le mage se transforme soudainement en thérapeute et demande au Drake pourquoi il est de si mauvaise humeur. Toujours en colère, la bête crie qu'elle n'a aucune motivation pour dire ça à un humain. Il se rend compte qu'il souhaite offrir de l'aide pour aider à soulager l'humeur de Drake. Son offre paraît arrogante à la créature qui pense que cela ne sert à rien pour un humain qui ne sait même rien faire. En réponse, le mage marmonne un tas de mots dans le langage magique, faisant monter l'eau et la saupoudrer. La vue semble étrange au groupe, encore plus étrange à la bête, tandis qu'Ian s'entoure d'une aura mystique. Intrigué par cette soudaine démonstration de magie, la bête s'intéresse désormais pleinement au garçon. Ian souligne qu'il n'est rien de plus qu'un humble mage essayant de communiquer avec les mystères du monde. C'est pourquoi il veut juste aider le dragon avec tout ce qu'il peut faire. Voyant que la bête n'a encore rien à dire de colère, Ian sait qu'il est dans la zone. C'est à l'étape suivante que commence réellement la véritable négociation. Nous passons à la scène suivante. Minuit tombe sur eux, la soif de sang du Drake n'est plus, et il est plus ouvert à la discussion. Notre garçon est simplement heureux d'avoir réussi à retarder la mort immédiate de lui et du reste de ses amis, mais le véritable problème réside dans le respect des exigences. Ian réfléchit à ses options, comprenant que le Drake a ici tout l'influence, ce qui signifie que c'est le mage qui doit être celui qui formule des demandes simples. Un souvenir soudain de son maître afflige sa mémoire. Elle lui a dit un jour que la maîtrise de la magie était carrément impossible sans une maîtrise de la communication. C'est la même raison pour laquelle construire une relation avec les mystères est essentiel. Les amis ne le sont pas. Chaque mystère contient sa propre nature, son tempérament. Le travail d'un mage est d'identifier et de sympathiser avec de telles natures en parcourant le cœur des mystères. En d'autres termes, Ian a appris que la navigation sociale est une compétence essentielle pour un mage. Et dans une situation mettant sa vie en danger comme celle-ci, il a l'occasion idéale de prouver qu'il est capable d'escroquer un Drake d'humeur meurtrière. Afin d'atteindre cet objectif, il fait d'abord appel à la fenêtre de compétences. Le système lui montre une compétence appelée gestion des invocations expertes qui correspond essentiellement à tout ce dont notre garçon a besoin pour les problèmes actuels. Normalement, cela peut sembler le choix le plus rapide, mais notre garçon prend son temps et trouve vraiment étrange que cette compétence implique de donner au Drake de l'alcool de haute qualité. Ian transpire à mesure qu'il lit les notes de ce foutu système, car la prochaine étape nécessite d'éliminer les mystères avec lesquels il parle. Pour faire court, le conseil le plus utile que Frère a reçu du système est de simplement consommer de l'alcool et de devenir l'un de ces simples qui glacent ses pensées sur Twitter. Ian se soumet, vaincu, réalisant que ce genre de tâche est impossible pour un solitaire comme lui, tandis que même Drake se demande ce que ce mec essaie de faire. Renforçant sa détermination, notre garçon pense qu'il devrait commencer par atteindre le cœur de la créature car c'est la seule façon pour lui de progresser. Ian s'adresse au Drake et lui dit qu'il a en fait préparé un puissant cadeau pour la glorieuse bête. Curieuse du don, la bête désire qu'il l'apporte immédiatement. Ensuite, Ian appelle Leek qui est surpris par l'ordre soudain. Bro dit rapidement à ce vieux con d'aller chercher l'alcool le plus fort dont il dispose en ce moment. Quelques instants plus tard, l'homme revient avec la boîte d'alcool la plus exquise et la plus haut de gamme, la présentant devant le Drake. Le monstre ne comprend pas exactement le but de ce cadeau. Même Ian intériorise sa colère, énervé que ce monstre soit si ingrat. Mais extérieurement, mon mec joue la cool et explique que c'est un cadeau très précieux dans le monde humain. Versant à la bête une immense coupe, il la présente au monstre. Le canard le sent d'abord, lui trouvant une odeur particulière. La bête éclate de colère, se demandant si cet homme est sur le point de lui lancer une sorte de mouvement louche de 3000 QI pour trahir le monstre. Le groupe d'Ian est effrayé, mais mon homme continue avec son visage de poker et assure au Drake qu'il n'y a aucune affaire de poisson en cours. Pour prouver ses dires, mon gars boit toute la tasse sans aucun problème. Même son parti est un peu choqué qu'il ait fait tout cela. Ian s'en remet en faisant comme si de rien n'était, mais au fond, il est stupéfait par la force de cette chose. Le canard est un peu contrarié que l'alcool sente mauvais, alors il se bouche le nez pour l'éviter. Le mage lui assure que cela l'aidera à se sentir mieux s'il le laisse essayer. Le monstre le regarde. La toute petite tasse ne pouvait sûrement rien lui faire. Avec audace, il tire la langue pour goûter un peu pendant que le groupe d'Ian prie pour leur bien. Soudain, le Drake se transforme en une petite fille qui se tortille.
De toute évidence, il ne s'attendait pas à un tel résultat, et même s'il ne trouve pas le goût agréable pour une bête sauvage comme lui, la substance est addictive. Trouvant cette piste parfaite, Ian partage que la bête devrait également essayer cette autre. Alors la nuit passe, et cette chose est littéralement ivre comme l'enfer en avalant tant d'alcool. Le Drake est d'humeur étourdie et a découvert une nouvelle addiction à l'alcool, mais notre garçon se demande comment diable ce salaud est encore en vie après avoir bu 7 barils entiers dans les égouts. Ian et Drake sont devenus des meilleurs amis et tous deux ont découvert à quel point cette bête est un gros buveur. Plus tôt, notre garçon avait prévu de s'échapper pendant que ce grand méchant lézard dormait, mais cela va bientôt fonctionner. Au lieu de cela, Ian boit lui-même la même boisson quand tout à coup, le Drake appelle le mage pour sa demande précédente de découvrir pourquoi il était de mauvaise humeur. Drake, ivre, pleure comme une écolière sentimentale qui confond notre garçon. Apparemment, le Drake est ennuyé que son nid soit dans un mauvais endroit, un endroit plus hostile que les autres. Malgré cela, sa compagne lui a dit qu'elle se sentait en paix et qu'elle se portait bien. Bro pleurait sur sa petite amie. Pendant ce temps, Ian se demande comment, dans le fudge volant, ce Drake au look laid a réussi à se trouver une petite amie alors qu'il n'en a même pas. La créature se vautre dans la douleur, exprimant comment son partenaire a finalement commencé à se faire taquiner par les autres. Cela l'a fait se sentir coupable à sa place et, dans sa colère, Bro a rompu avec sa propre petite amie. C'est hilarant parce que le rugissement de Monsieur le Dur réveille de manière hilarante Leek et les autres de leur sommeil et les remet également au lit en récoltant leurs âmes. Eh bien, Ian peut comprendre ce sentiment. Le Drake ressent la perte d'un amant de la même manière qu'un humain. Au même moment, un plan lui vient à l'esprit pour améliorer les choses. Il appelle la bête en lui expliquant qu'il pourrait utiliser la magie pour réparer ce misérable nid. Le monstre est ébranlé par cet appui. Ian intervient et demande quelque chose en retour, demandant une simple faveur. Le lendemain matin, Ian se promène pendant que Luke est encore en train de rêver à un rêve romantique merdique. Notre garçon tape sur la tête de ce clown timide et se rend compte que ce vieux con ne se réveille pas. Ian menace de lui claquer le doigt s'il ne se réveille pas tout de suite. Bro le regarde avec l'expression la plus Jojo As gigachat de tous les temps. Son regard terrifique le faisant crier et se réveiller, tandis que le reste du groupe s'effondre également à cause de lui. Pendant tout ce temps, Ian a rassemblé leurs fesses sur un chariot, car peu de temps après que le dragon ait poussé un rugissement, ils se sont tous évanouis sur le coup. Cathy pense qu'elle a fait une erreur en suivant ses gars, tandis que les autres demandent si le Drake est déjà entré dans son nid. Ils s'embrassent confortablement, craignant que le monstre ne surgisse à tout moment et ne les massacre. Ian leur assure que le dragon est dans son nid en attendant son arrivée. Il a déjà conclu un accord avec la créature pour l'aider à sauver la vie de ses amis. Rien qu'en entendant cela, ces clowns deviennent soudainement ses fans numéro 1, tandis qu'Ian se demande s'il aurait dû les laisser mourir. À l'époque, il avait dit au monstre qu'il réparerait son nid en échange de la vie de ces personnes. En entendant ces mots, Leek et les autres scandent le nom du brillant archimage qui l'honore. Notre garçon ne comprend pas d'où tout cela vient, car apparemment ces gars ont l'impression que le mage a en fait battu le grand méchant dragon pour eux. Et après avoir grondé la créature, il l'a renvoyé dans son nid avant de forcer la créature à se rendre à sa merci. Ces perdants sont ravis d'une vague d'émotions qui les envahit. Ils veulent servir cet homme pour le reste de leur vie. Ian est juste ennuyé et leur ordonne d'être prêts à partir sans l'abandonner à son retour. Ils acceptent cet ordre en exprimant qu'ils ne font qu'un, et peu de temps après, Leek leur demande de vérifier le nombre de mercenaires qu'ils ont sur eux. Cathy le remarque et, pour une raison quelconque, observe son environnement. Passons à la partie où le dragon emmène notre garçon dans son nid. C'est un petit décor rocheux. Ian exprime son choc, ce qui fait que le dragon lui saute le cul pour avoir agi comme si c'était insoluble. Notre garçon précise que ce n'est pas du tout réparable. C'est juste qu'il a sommeil et que l'endurance de Bro est au plus bas. Ian veut juste en finir rapidement avec les choses pour ne pas s'enliser plus tard. Son objectif est simplement de repousser les roches saillantes et de créer ici plus d'espace. En se concentrant, il communique avec la terre calme qui répond à l'humain. Ian demande une faveur et immédiatement la terre décline en déclarant qu'elle est occupée. Bro se rend compte que cette chose ne lui plaît pas du tout alors que le dragon anxieux veut des mises à jour immédiates. Le mage explique que la terre ne l'écoute même pas, alors il réessayera lorsque son humeur s'améliorera. Il comprend que la terre va être encore plus en colère même s'il fait une deuxième demande, tandis que le dragon soutient que si les choses sont ainsi, alors on ne peut rien y faire. Au lieu de se mettre en colère contre le mage, le dragon remercie en fait Ian d'avoir tenté sa chance pour quelqu'un de misérable comme lui. Même notre garçon ressent ses sentiments pendant que le dragon lui demande son nom. Ian se présente, donc la bête se présente également par son nom, Longue Queue. Il veut qu'ils soient amis, alors notre garçon tient sa patte, créant un nouveau lien et confirmant l'exigence d'invocation de cette bête. Le système lui assure que notre garçon peut utiliser le monstre à tout moment, mais même dans ce cas, il se sent merdique de ne pouvoir rien faire pour son ami. La bête appelle l'humain en lui disant qu'il devrait au moins célébrer son amitié, et pour cela, il offre autant d'or qu'il veut en prendre. C'est vraiment fou que cette chose ait autant de bijoux sur lui, et il est heureux de tout donner à un seul humain.
Ian inspecte l'un des joyaux, grimaçant que si seulement la Terre avait voulu lui donner une chance, les choses auraient été différentes. Mais après avoir inspecté l'un des bijoux, notre garçon subit un choc soudain. Il se tourne vers Longue-Queue et lui demande si c'est bon pour lui de gribouiller sur le sol. La bête est confuse et lui en laisse l'opportunité. Quelques instants plus tard, Ian sculpte un magnifique cercle magique avec un bijou comme cœur. C'est la même méthode que son maître lui a enseignée, une méthode utilisée pour convaincre un mystère en utilisant des cercles magiques. Longtail n'a aucune idée de ce que ce mage essaie de faire, tandis que notre garçon lui assure que ça va être bien. Cette fois, il appelle à nouveau la terre, la pressant de déplacer les rochers et d'aplanir les murs pour lui. Fait intéressant, le joyau sur le cercle réagit avec une forte lumière, et effectivement les murs commencent à bouger selon le désir du mage. La longue queue est aveuglée par la lumière, mais au moment où il regarde son nid, elle est magnifiquement transformée en ce chef-d'œuvre divin. Ian exprime que c'est son cadeau de retour en tant qu'ami alors que ce petit dragon est prêt à fondre en larmes. Le repère devient métal comme l'enfer et ça sent même incroyable. La longue traîne se demande si cela aussi fait la beauté de la magie et tient la main humaine. Cette fois, le dragon n'aura aucune honte à présenter son nouveau repère à sa petite amie et même les enfants qu'ils auront se sentiront en sécurité. Ian n'a pas demandé d'informations supplémentaires, mais il est heureux de vous aider, sauf qu'un effet inverse de sa technique se retourne contre lui. Son corps frissonne et il éprouve un soudain mal de tête. Et avant qu'il puisse comprendre ce qui se passe, le mage s'évanouit rapidement devant le dragon après avoir saigné du nez. En d'autres termes, mon gars s'est fait frire le cerveau pour cette technique, et il n'a même pas de technique de malédiction inversée pour guérir son cerveau comme Gojo Satoru. Paniqué, le dragon réconforte son copain, qui a encore le souffle coupé. La bête ne sait pas quoi faire quand soudain Cathy rugit pour son ami et se précipite vers lui. Le dragon est un peu confus alors qu'elle a peur pour sa vie en pensant qu'il est sur le point de la manger. Elle s'arrête net tandis que le dragon la regarde avec un regard mortel, pensant qu'elle pourrait être une sorte d'ennemie. Cathy tremble et s'adoucit en exprimant qu'elle est là pour une conversation. Puis elle commence à scander les mêmes signes stupides que notre garçon a fait plus tôt pour montrer qu'elle est une amie. Avec beaucoup de difficultés, la bête finit par comprendre ce qu'elle veut dire. Ils regardent tous les deux vers Ian, qui est toujours dans un état assez difficile et qui parvient à peine à se débrouiller. La nuit, notre garçon est amené sous le ciel nocturne. Lorsqu'il se relève, il prend instinctivement son téléphone comme s'il était toujours sur Terre. De manière hilarante, au lieu de tenir son téléphone, le mec finit par tenir la main de cette nana avant de se demander comment diable son téléphone est devenu si mou ou s'est transformé en gomme. La sensation de douceur spongieuse n'a vraiment aucun sens jusqu'à ce que Cathy lui demande directement s'il est réveillé parce que bro fait des conneries vraiment sus en ce moment. Ian, maintenant troublé, saute de ses genoux de manière embarrassante, confus quant à ce qu'elle fout ici. Au début, mon mec pense que c'est lui qui rêve, mais elle explique qu'elle le couvrait après qu'il s'est cogné la tête. Le mal de tête qui sonne le dérange toujours alors qu'elle lui conseille d'essayer de se reposer. Vous voyez, Ian ne fait que reconstituer le fait qu'il s'est carrément effondré et tout au long de la nuit, il a forcé certaines évolutions sans s'adapter. Cathy le regarde confuse pendant qu'il est ici et se demande si elle a réussi à tout entendre. Bro est vraiment embarrassé et se couvre le visage comme un désordre. La question de la longue queue arrive, mais apparemment ce lézard envahi par la végétation est parti, ce qui amène notre garçon à se demander s'il veut chasser sa fille. Il s'excuse auprès de Cathy de lui avoir causé des ennuis et lui demande comment elle a réussi à venir ici avec Long Q gardant les lieux. Elle explique qu'elle a trouvé un moyen de communiquer qu'ils étaient amis. Bro a du mal à y croire et se demande si elle a utilisé le langage des mages. Il est plutôt somnolent et n'a pas toutes les réponses, tandis que Cathy partage qu'elle l'a volontairement suivi même lorsqu'elle connaissait les risques. C'est en fait parce qu'elle a des choses à demander aux mages. Tout d'abord, Cathy se sent coupable de l'attaque qui a eu lieu la nuit dernière parce qu'elle en est la responsable. Ian semble surpris et elle s'excuse aussitôt de leur avoir causé tant d'ennuis. Notre garçon comprend que les choses sont devenues fragiles et lourdes trop vite, lui faisant comprendre pourquoi elle tremblait si fort. Ian émet l'hypothèse qu'elle doit avoir une sorte de conflit avec le bandit alors qu'elle est offensée par cette suggestion. Bro est même prêt à déclarer que son visage ressemble à celui d'un bandit, mais Cathy décide de devenir vulnérable avec lui pour révéler un énorme secret. Ian s'attend à ce que ce soit un rebondissement ringard, comme si elle était une sorte de princesse d'un pays. En réalité, elle lâche une bombe selon laquelle son vrai nom est Lucie de la famille Tarion. C'est une noble. Les bandits ont été envoyés au nom de son fiancé. Ian soupçonne alors qu'il pourrait s'agir d'une sorte de querelle d'amants comme cela arrive toujours. Cathy est bouleversée par ces hypothèses trash, partageant qu'elle avait l'intention de disparaître loin du contrôle de son fiancé. Cependant, elle a perdu la confiance nécessaire pour s'échapper depuis les événements survenus hier. Lui saisissant la main, elle le supplie de l'aider à s'enfuir. Ian est un peu maîtrisé par sa soudaineté, se demandant pourquoi elle fuit ou si c'est vraiment si grave. La jeune fille souligne que sa famille, les Tarians, est une maison baroniale qui gouverne la région de Fienlep. Sauf qu'il manquait de chevaliers pour les défendre, ils risquaient constamment d'être attaqués.
Pour cette raison, une guerre territoriale les menaçait toujours, menaçant la destruction même de leur famille. En toute hâte, elle fut mariée à un chevalier qui était autrefois capitaine mercenaire afin de contrôler la situation. Parce que cet homme avait une influence folle sur son équipe de mercenaires à l'époque où il était actif, toutes les menaces qui pesaient sur leur famille ont été vaincues. Les choses semblaient bien au début. Le gars semblait bien dans sa position de gendre de la famille Tarion, mais les choses se sont ensuite rapidement effondrées. Il est devenu fou de soif de pouvoir, pensant qu'il pouvait tout faire. Ce type a même choisi des femmes au hasard, les traitant avec un mépris et une haine totale. Les choses étaient arrivées à un point vraiment terrible, poussant ses parents à exiger la rupture des fiançailles. Cependant, les choses ne se sont pas bien passées pour eux non plus, et le cœur lourd, elle révèle comment ce salaud a empoisonné ses parents. Yann est secoué par cette révélation, tandis que la jeune fille impuissante raconte comment ce salaud pensait perdre le pouvoir, alors il a fait valoir son point de vue en empoisonnant sa famille. Même notre garçon pense que ce mec est un connard générationnel pour avoir fait tout ça, tandis que Lucie pense que ce gars restera pour toujours un roturier, c'est pourquoi il essaie de force d'hériter du nom et du rang de la famille. Elle n'a réussi à s'échapper que grâce à l'aide d'un domestique, refusant d'épouser cet homme, mais elle sait qu'il continuera à la poursuivre. Son seul véritable désir en tant que petite fille sans défense et sans personne vers qui se tourner est que Ian l'aide à se mettre en sécurité et à lui échapper. Le mage comprend trop bien sa situation. Notre garçon peut sentir le genre de personnage violent que cet homme est vraiment pour prendre de telles mesures, à tel point qu'il est prêt à kidnapper sa propre fiancée. C'est une affaire compliquée, et même s'il n'a aucune idée de la façon dont ces processus médiévaux affectent son travail, il peut sympathiser avec elle. Lucie le supplie au nom de sa famille dans l'espoir de le récompenser de n'importe quoi. Pourtant, une question taraude notre garçon, pourquoi lui? Parce qu'il pourrait toujours la trahir aussi. Lucie répond qu'elle n'a nulle part où se tourner parce que rien n'est pire que cet homme. Elle est même prête à tout lui offrir en échange de liberté. En fait, cette femme est tellement désespérée qu'elle est prête à l'aider à devenir noble en devenant membre de la famille Tarion, même si plus tard, une petite princesse lui propose d'épouser quelqu'un de commun et un garçon de fermier comme lui, et c'est vraiment une chance incroyable pour un fils de fermier de se connecter à la noblesse dans un monde comme celui-ci. Ian n'arrive toujours pas à décider ce qu'il veut vraiment pour lui-même. Si cela se produisait, il ferait partie de la noblesse, mais il ne resterait plus le disciple d'Élodite et ne vivrait pas la vie de mage comme il le souhaite toujours. Peut-être que ce genre de vie lui conviendrait toujours. Et d'un autre côté, cela pourrait aussi devenir un bon moyen pour lui de vivre comme un noble tout en affrontant la politique et le pouvoir. À l'heure actuelle, il se trouve à la croisée des chemins concernant son destin et le genre de personne qu'il veut vraiment devenir, s'il doit vivre comme un noble ou continuer comme un mage. Pourtant, il est né dans un monde fantastique pour une raison, il pense donc qu'il devrait profiter de cette opportunité pour pousser sa magie jusqu'à ses limites absolues. En aidant Lucie, il devrait pouvoir acquérir de l'expérience en tant que mage tout en gagnant suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins avec des dépenses stables. Pour cette raison, il décide qu'à partir de maintenant, il chassera tous les ravisseurs et laissera simplement tout le reste suivre son cours naturel. Il s'éclaircit la gorge et dit à Cathy qu'elle devrait probablement demander à quelqu'un qui sait utiliser une épée bien mieux que lui, car un mage n'est pas exactement un guerrier et il ne peut pas faire grand chose pour elle dans les moments de danger. Malgré cela, il accepte toujours de l'aider tant qu'elle est prête à le payer, et après cela, tout ce qui arrivera dépendra de lui. Cathy fond immédiatement en larmes de joie et devient profondément reconnaissante pour son aide. Elle jette ses bras autour de Ian, et Ian ressent une vague de sympathie pour elle alors qu'il lui permet doucement de crier de tout son cœur contre lui. Pendant ce temps, Drake prend un bain de soleil paresseusement quand Ian et Cathy sortent enfin de sa grotte. Drake devient instantanément excité lorsqu'il revoit son ami et il dit joyeusement à Ian qu'il a l'air bien. Ian répond en disant qu'ils descendent la montagne parce que tout le monde les attend en bas. En entendant cela, Drake dit qu'ils devraient tous les deux grimper sur son dos car il les y emmènera lui-même. Ian lui saute dessus sans même hésiter, mais Cathy reste un instant nerveuse et incertaine. Drake l'appelle alors la petite amie de Ian et lui dit de monter aussi, mais Cathy comprend complètement mal ses paroles et commence immédiatement à trembler d'embarras, tandis que Ian explique rapidement que les choses ne sont pas comme ça et que les deux ne sont pas ensemble. Drake ne semble toujours pas convaincu car pour lui, ils ressemblent honnêtement à un joli couple. Cathy reste confuse face à toute la situation, mais Ian essaie de calmer sa confusion et lui demande de grimper derrière lui. Voyant Ian à ce moment-là comme un véritable héros, elle décide finalement de lui faire confiance. Elle grimpe sur Drake et entoure étroitement Ian de ses bras. Au même moment, les marchands se disputent entre eux en parlant à l'équé. Certains d'entre eux insistent sur le fait qu'ils devraient emballer leurs affaires et partir immédiatement parce qu'ils pensent que le dragon a déjà dû tuer Ian à ce moment-là et que rester plus longtemps ne ferait que les mettre en danger. Cependant, les commerçants sont divisés et les deux parties continuent de se disputer sur des choix complètement différents.
Un côté veut rester et attendre le puissant mage, tandis que l'autre veut désespérément partir et se diriger vers un endroit sûr. Leek réfléchit silencieusement pendant un moment avant d'ouvrir enfin les yeux en déclarant qu'il a donné à Ian sa parole qu'il l'attendrait, et à cause de cette promesse, il va rester quoi qu'il arrive. Le commerçant qui soutient sa décision crie immédiatement de joie après avoir appris qu'il reste. Cependant, seulement 10 minutes plus tard, un groupe de bandits les attaque soudainement. Les bandits capturent tout le monde et exigent agressivement de savoir où se trouve la jeune fille qui voyage avec eux. Leek devient confus et demande de quelle fille il parle, mais l'un des bandits explique qu'il s'agit d'une belle jeune femme aux cheveux bleus foncés et prévient Leek que faire semblant de ne rien savoir ne le sauvera pas de la situation. Leek se rend soudain compte qu'il parle de Cathy, mais quand tout le monde se retourne, il découvre qu'elle n'a pas été près d'eux depuis un certain temps. Les bandits supposent immédiatement qu'ils mentent tous et commencent à menacer de tuer tout le monde tandis que les marchands terrifiés hurlent de peur. Puis soudain, Leek se rend compte que leur protecteur et sauveur, Ian, est de retour. Tout le monde se retourne rapidement et voit Drake charger vers eux à une vitesse incroyable, tandis que Ian et Cathy chevauchent sur lui. L'un des bandits demande nerveusement si la femme qui se trouve là est la fille qu'ils sont censés capturer, mais la panique commence déjà à se répandre parmi eux car la créature se précipite vers eux à une vitesse terrifiante. Au moment où ils réalisent enfin qu'il ne s'agit pas d'un dragon mais d'un Drake, ils abandonnent immédiatement tout et courent pour sauver leur vie. Une fois les bandits partis, Leek est profondément reconnaissant que Cathy soit en sécurité. Bien qu'il soit également furieux car sans Ian, elle se serait retrouvée en terrible danger avec tous les bandits et les gens qui la traquaient. L'un des marchands demande comment ces hommes ont réussi à découvrir où se trouvait Cathy, mais ce mystère devra attendre une autre fois car aucun d'entre eux ne comprend comment les poursuivants ont commencé à la traquer dès leur arrivée. Aucun d'entre eux ne peut non plus comprendre comment les gens qui suivent la même église divine céleste peuvent être aussi cruels. Entendre le nom de l'église fait réfléchir Ian, car il ne l'a pas entendu depuis des lustres, mais il sait que c'est l'une des grandes religions du monde et que sa doctrine interdit strictement d'asservir ses coreligionnaires. Malgré cela, les trafiquants d'êtres humains et les criminels ont ignoré ces commandements pendant des années et ont quand même continué à vendre et à exploiter des personnes. Plus important encore, même après avoir été témoins d'un mage et avoir vu Drake de leurs propres yeux, ces bandits refusent toujours d'abandonner leur poursuite de Lucy. Ian se rend compte qu'il a affaire à des gens désespérés et têtus qui sont prêts à tout risquer pour de l'argent, et cette pensée le déstabilise car à ce rythme-là, ils finiront certainement par retrouver Lucy. Cette possibilité le terrifie car il sait qu'il ne peut pas gérer un grand groupe d'ennemis d'un seul coup. Pour cette raison, il demande une faveur à Drake et Drake accepte instantanément, sans hésitation. Ian lui demande de chasser les hommes de Pluto et même de les tuer si nécessaire. Les yeux de Drake pétillent de malice au moment où il entend cela parce qu'il est impatient de faire n'importe quoi pour son nouvel ami. Sans perdre une seconde de plus, il s'élance à la rencontre des poursuivants. Ian comprend que tuer des gens est terrible, mais il s'agit d'un monde médiéval fantastique où tuer et être tué font partie de la vie quotidienne. Et s'il veut survivre dans ce monde, il doit aussi s'y adapter. Soudain, sa tête recommence à tourner car il abuse encore une fois du langage erroné. Cathy se précipite immédiatement à ses côtés et l'attrape avant qu'il ne puisse s'effondrer au sol, le suppliant de ne pas se pousser trop fort. Leek remarque la scène instantanément et ses yeux pétillent pratiquement de malice alors qu'il commence à les taquiner et à leur demander s'ils sortent ensemble. Ian et Cathy réagissent avec horreur totale à cette idée, ce qui ne fait que faire sourire Leek encore plus large. Peu de temps après, ils continuent leur voyage et pendant le voyage, Ian reçoit à plusieurs reprises des notifications l'informant que Drake a éliminé un autre humain. À la fin, il reçoit au total 11 notifications distinctes. Il admet qu'il est étonnamment pratique que la magie lui fasse automatiquement rapport, même si cela le frustre de ne pas pouvoir invoquer ouvertement Drake devant tout le monde. Soudain, Drake le contacte par télépathie et lui annonce fièrement qu'il a chassé toutes les personnes suspectes qu'il a pu trouver. Ian thanks him sincerely for protecting them, but Drake simply replies that he only did what would make his friend happy. Ensuite, Drake demande si Ian part vraiment parce qu'il déteste dire au revoir, bien qu'il admette que c'est un adieu pour le moment. Ian comprend que Drake ne peut pas quitter la chaîne de montagne, et cette prise de conscience l'attriste car cela signifie qu'ils ne se reverront peu, être pas avant longtemps. Drake le remercie une fois de plus pour tout ce qu'il a fait, mais avant de mettre fin à leur conversation, il évoque soudain le mystère du phénix. Naturellement, Ian s'y intéresse immédiatement. Finalement, ils arrivent à Riverville et Ian continue de penser aux paroles de Drake concernant le phénix. Des rumeurs prétendent qu'un phénix de glace vit quelque part dans les montagnes du Nord, et Ian ressent une intense envie de le voir par lui-même. Selon la légende, un phénix est une créature qui ne disparaît jamais vraiment après la mort et qui possède la capacité de changer selon tous ses attributs, y compris le feu, la glace, le vent et même la pierre. Il est connu comme un monstre doté d'une extraordinaire adaptabilité à n'importe quel environnement et Ian se demande tranquillement s'il serait possible d'en créer un.
Alors qu'ils atteignent les portes, Leek et les marchands annoncent leur intention de rencontrer le seigneur du village et demandent à Ian et Katy s'ils souhaitent les accompagner. Ian décide immédiatement de ne pas le faire, car si Lucy veut s'échapper en toute sécurité, rester à l'écart des nobles puissants et des hauts fonctionnaires est probablement l'option la plus intelligente. Pour cette raison, il dit qu'ils envisagent tous les deux de se reposer dans une auberge avant de continuer leur voyage. Instantanément, les marchands recommencent à taquiner Ian et Katy, et cette fois, Katy joue joyeusement le jeu en affirmant qu'elle est également épuisée. Elle s'accroche même à Ian d'une manière si convaincante que Leek recommence immédiatement à les expédier et rougit presque d'excitation. Après s'être séparée des marchands, Katy admet que faire semblant d'être avec Ian a rendu les choses beaucoup plus faciles car cela empêche les gens de la déranger, même si Ian est beaucoup moins enthousiasmé par cet arrangement. Il demande ensuite pourquoi elle se comporte si poliment envers les roturiers alors qu'il n'est lui-même qu'un fils de fermier. Katy répond honnêtement qu'elle l'admire maintenant et ne voit aucune raison de le maltraiter. Ian réfléchit un instant à ses paroles et se rend compte qu'il veut également rester accessible et gentil quoi qu'il arrive, tandis que Katy admire silencieusement à quel point Ian est naturellement poli et souhaite qu'elle puisse devenir davantage comme lui. Ian demande alors quels sont ses projets pour l'avenir, et Katy explique qu'elle a l'intention de rechercher le comte Katina. Apparemment, le comte est son oncle maternel, et elle pense que si elle lui explique tout, il l'aidera certainement. Ian demande immédiatement s'ils étaient proches, et Katy admet qu'ils n'étaient pas exactement éloignés l'un de l'autre. Malgré cela, Ian ne peut s'empêcher de se sentir méfiant et souligne qu'elle ne devrait pas faire aveuglément confiance à un oncle qui n'était même pas particulièrement proche de sa propre sœur. Katy s'offusque immédiatement et demande à savoir comment Ian pourrait soupçonner son oncle, insistant sur le fait qu'il n'y a rien au monde qu'il ne ferait pas pour elle. Ian finit par céder et décide que si elle lui fait autant confiance, alors peut être qu'elle a raison après tout. Au moment où il accepte, Katy redevient soudainement d'humeur taquine et plaisante en disant que si un mage aussi impressionnant que Ian lui proposait, elle l'épouserait volontiers et l'accompagnerait chez le comte en tant qu'épouse. Ian met immédiatement fin à l'idée et lui rappelle que leur accord prend fin au moment où ils atteignent le décompte en toute sécurité. Katy fait la moue et le traite de cruel pour avoir rejeté une noble prête à l'épouser, mais Ian répond avec désinvolture qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde à part elle. Katy devient instantanément irritée par cette réponse et se précipite vers l'auberge avec frustration. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'auberge, Ian remet un sac d'or à la réceptionniste et paie une chambre et un bain pour la nuit. Le montant est largement suffisant pour eux deux. La réceptionniste demande alors avec désinvolture si la fille va également prendre un bain, mais au moment où Katy entend cette question, elle devient horrifiée et insiste précipitamment sur le fait qu'elle va parfaitement bien sans un bain. Ian suppose d'abord qu'elle n'aime tout simplement pas se baigner et pense qu'elle est déjà assez sale pour en avoir cruellement besoin, mais après un moment, il réalise la vérité. Les bains publics de ce monde médiéval sont complètement exposés et Katy est visiblement mal à l'aise à l'idée de se baigner en public devant des inconnus. Comprenant son hésitation, Ian dit simplement à la réceptionniste que lui seul utilisera le bain. Katy immediately lets out a relieved sea. Malheureusement, pendant que cette conversation a lieu, 3 personnes suspectes assises à proximité observent tranquillement Katy tout le temps. Ian remarque immédiatement leur regard et devient instantanément protecteur. Il dit rapidement à Katy de resserrer sa robe parce que les gens la surveillent de trop près et il fait de même lui-même pour éviter d'attirer davantage l'attention. Cependant, à ce stade, il est déjà trop tard car ces étrangers ont clairement fixé leurs yeux sur Katy et n'ont pas l'intention d'oublier son visage maintenant. On the other hand, the men watching Katy are entertaining disgusting thoughts about her. It is the first time they have ever seen someone as beautiful as her, and to them, she looks almost like an angel descended from heaven itself. Ce qui les irrite encore plus, c'est le fait qu'elle voyage à côté d'un garçon maigre aux cheveux noirs comme Ian, et dans leur esprit, quelqu'un comme lui ne mérite pas d'être près d'une femme comme elle. Ils échangent des regards malicieux et arrivent rapidement à la conclusion que comme Ian et Katy n'ont clairement pas l'intention de rester très longtemps à l'auberge, ils doivent agir immédiatement s'ils veulent avoir une chance de la prendre pour eux. Leurs intentions sont viles dès le début, et ils décident que c'est aujourd'hui leur seule opportunité d'agir. Pendant qu'ils continuent de comploter entre eux, ailleurs à l'intérieur du château, le seigneur de Riverville discute avec Leek. Au cours de la conversation, Leek se rend soudain compte qu'il s'agit d'une occasion idéale de gagner les faveurs du seigneur et peut être de s'assurer un séjour en toute sécurité au sein même du château. À cause de cela, il commence à flatter lourdement le seigneur, le louant jusqu'à ce que l'homme devienne visiblement satisfait et arrogant à cause de tous les compliments. Une fois qu'il estime que le moment est venu, Leek révèle finalement qu'au cours de leur voyage, ils ont rencontré un mage. Il explique tout avec enthousiasme, depuis la façon dont le mage a réussi à apprivoiser un dragon jusqu'à la façon dont il a sauvé chacun d'entre eux d'un destin terrible. Leek révèle même que le mage séjourne actuellement dans une auberge de la ville elle-même. Au moment où le seigneur entend cela, son expression change complètement car au lieu de l'excitation, il ressent immédiatement une terreur.
Il pense à quel point ce serait désastreux si un mage aussi imprévisible perdait soudainement son sang-froid et lâchait un dragon sur son territoire. Non seulement son peuple souffrirait terriblement, mais la situation est déjà suffisamment dangereuse car une autre force gênante est actuellement stationnée à Riverville. Cette force, ce sont les Chevaliers du Saint-Jacques, un ordre fanatique entièrement consacré au service de Dieu. Ils se battent à la fois en tant que moines et guerriers, parcourant le pays à la recherche de démons et de monstres plutôt que de participer à des guerres ordinaires. Ils se disent fièrement protecteurs de l'humanité, mais le Seigneur se considère en privé comme de justes fanatiques qui sèment le chaos partout où ils vont. La simple pensée de ces chevaliers de Santiago croisant la route d'un mage dresseur de dragons le terrifie car il est certain que si un conflit éclate entre eux, sa paisible petite ville sera détruite dans le processus. Déterminé à empêcher ce désastre à tout prix, il ordonne immédiatement à ses commandants de préparer une pièce en cas de fuite, puis leur ordonne d'invoquer immédiatement les chevaliers de Santiago afin de pouvoir séparer les deux côtés avant qu'une catastrophe ne se produise. Pendant ce temps, Ian et Cathy prennent leur petit déjeuner ensemble à l'auberge. Après avoir terminé son repas, Ian annonce qu'il envisage de prendre un bain et dit avec désinvolture à Cathy de monter aux 2 étages une fois qu'elle aura fini de manger. Au moment où elle est laissée seule, l'un des hommes suspects voit sa chance et la suit tranquillement alors qu'elle se promène seule dans l'auberge. Il s'approche soudainement d'elle et prétend que le garçon aux cheveux noirs l'a envoyé pour l'escorter immédiatement jusqu'au quai car il y a une affaire urgente qui l'attend là-bas. Il explique que Ian est actuellement dans le bain et lui demande de l'amener le plus rapidement possible. Cathy, naturellement gentille et déjà anxieuse à cause du danger qui l'entoure, le croit instantanément. Ses pensées se tournent immédiatement vers la possibilité que les bandits soient revenus pour la kidnapper à nouveau, alors elle se dépêche de suivre l'étranger sans l'interroger davantage. Cependant, lorsqu'elle aperçoit Ian se baignant paisiblement, elle réalise instantanément que quelque chose ne va vraiment pas. Malheureusement, au moment où elle prend conscience, il est déjà trop tard car quelqu'un lui jette soudain une cape sur le visage. Ian remarque immédiatement le mouvement, et juste au moment où l'un des hommes tente de l'attaquer, l'homme perd soudainement pied et s'écrase à cause de la magie d'Ian. À cet instant, Ian se rend compte que cette situation ne ressemble pas du tout au projet du fiancé de Lucy. C'est quelque chose de complètement différent et pire encore, Cathy se fait kidnapper juste devant lui. Sans hésitation, Ian utilise sa magie lumineuse pour créer une illusion autour de lui. Il possède de nombreuses capacités étranges et mystères sur lesquelles il peut s'appuyer, et pour l'instant, la lumière est la plus simple à utiliser. Et pourtant, à ce moment précis, quelque chose d'inattendu se produit. Les ombres commencent à ramper vers lui comme si elles étaient vivantes, l'invitant presque à jouer à leur côté. Quand Ian rouvre les yeux, il réalise soudain que les ténèbres elles-mêmes sont devenues son nouvel allié. Instantanément, il rassemble les ombres autour de lui et les lâche sur les ravisseurs. L'obscurité jaillit de ses yeux alors que les ombres engloutissent complètement les hommes. Cependant, avant de pouvoir continuer, il remarque que des renforts arrivent à proximité et il ne peut pas croire que des criminels de droit commun puissent disposer d'un tel soutien organisé. Alors qu'il demande violemment où ils ont emmené Cathy, l'homme terrifié admet qu'il ne le sait vraiment pas. Soudain, Ian sent le tranchant froid d'une épée pressée contre son dos. Une voix sévère lui ordonne de se tenir à l'écart pendant qu'un autre homme l'interroge sur les ténèbres de plus tôt et lui demande si c'est Ian qui les contrôlait. À ce moment-là, Ian réalise exactement qui est arrivé, car derrière lui se trouvent les guerriers des Saints Chevaliers de Santiago. Ian confirme sans hésiter qu'il est bien le mage qui a invoqué les ténèbres. Bien qu'en parlant, il ne puisse s'empêcher de penser au vieil homme terrifiant qui se tient devant lui, car la soif de sang qui irradie de lui est écrasante. Le criminel commence immédiatement à supplier les chevaliers de le sauver et ment sans vergogne en disant que le mage a soudainement tenté de le tuer sans aucune raison. Ian stares at him in disbelief, unable to comprehend how casually the man twists the truth. The old knight narrows his eyes and read Dietrich's that if Ian truly is a mage, then such murderous intent is entirely believable. Entendre cela irrite instantanément Ian, mais le vieil homme continue de parler et prétend que les mages sont tous pareils, parce qu'ils possèdent une dangereuse soif de sang et croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans conséquence. Ian est profondément offensé par ces mots et la colère commence à monter en lui. Cependant, avant qu'il puisse répondre correctement, le vieil homme parle avec une telle autorité qu'Ian réalise quelque chose d'important à propos de ce monde. Ici, avoir une bouche grossière et une présence écrasante est souvent traité comme une preuve de force et d'habileté. Malgré cela, un autre chevalier s'avance soudainement et déclare que quelles que soient les capacités d'Ian, cela ne l'excuse pas d'utiliser une magie méchante. Ian s'arrête à ces mots pendant que le chevalier explique que s'entourer d'obscurité est un acte de se détourner du ciel et de rejeter la lumière du soleil. Selon lui, se cacher dans l'obscurité n'est rien d'autre qu'un comportement de lâche. Ian réfléchit attentivement un instant avant de s'éclaircir la gorge et de rétorquer calmement que les lois du ciel permettent au jour et à la nuit de coexister. Il leur demande ensuite si le ciel n'appartient réellement qu'à la lumière, alors pourquoi la nuit existe-t-elle?
Au moment où ces mots quittent sa bouche, les chevaliers tombent dans une confusion existentielle totale. Leurs expressions changent radicalement alors qu'ils tentent de comprendre son argument, et bientôt beaucoup d'entre eux deviennent étrangement fascinés par lui, car ils réalisent que ce jeune mage possède un niveau d'intelligence bien au-delà de ce à quoi ils s'attendaient. Profitant du silence, Ian leur demande poliment de s'excuser car sa sœur a récemment été kidnappée et il a désespérément besoin de la sauver. Instantanément, les chevaliers réalisent que le criminel les a trompés depuis le début et chacun d'entre eux se tourne vers le menteur avec de la fureur dans les yeux. Le vieux chevalier ordonne alors à un homme nommé Dietrich de surveiller le criminel avant de se diriger lui-même vers l'auberge. En guise d'excuse pour avoir fait perdre un temps précieux à Ian, il déclare qu'il aidera personnellement à sauver la sœur de Ian et à assurer sa sécurité. Peu de temps après, ils arrivent sur les quais où les ravisseurs restants tentent d'emmener Cathy clandestinement sur un bateau. Elle est étroitement liée dans un sac mortuaire tandis que les hommes se dépêchent de s'échapper avant que quiconque ne les attrape. Les chevaliers reconnaissent instantanément ce qui se passe et deviennent furieux car les criminels se préparent déjà à fuir. Pendant ce temps, Ian remarque quelque chose d'important concernant le timing. Le soleil commence à se coucher et grâce à cela, il réalise qu'il peut désormais utiliser sa magie beaucoup plus efficacement. Le vieux chevalier demande à chacun comment procéder et insiste sur le fait que pour sauver la jeune fille innocente, ils doivent travailler ensemble. Les chevaliers sont excités à l'idée de la bataille, mais Ian les prévient rapidement que charger directement sur le bateau pourrait être extrêmement dangereux. Le vieil homme refuse de reculer et insiste sur le fait qu'il est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour l'aider à la sauver. Ian explique ensuite qu'il a remarqué un gros crochet à proximité et qu'il envisage de ramener le bateau vers le rivage d'une manière ou d'une autre. Le vieux chevalier le regarde avec confusion et lui demande s'il a l'intention d'utiliser la magie de l'ombre pour une telle chose, car il ne comprend pas comment cela fonctionnerait. Ian explique avec désinvolture qu'il possède des connaissances introductives dans de nombreuses écoles de magie différentes et qu'il peut utiliser plusieurs formes de magie au lieu de se spécialiser dans une seule. Le vieux chevalier devient d'autant plus confus que tout au long de sa vie, il n'a vu que des gens se consacrer entièrement à la maîtrise d'un seul élément plutôt que de plusieurs à la fois. Sans perdre plus de temps, Ian se met soudain à chanter dans son langage infâme et débile et fait appel à la rivière elle-même, lui demandant de créer des obstacles et de forcer le bateau à reculer vers le rivage. Presque immédiatement, la rivière répond à son ordre. De puissants courants commencent à se tordre violemment, entraînant le bateau vers l'arrière tandis que les vagues s'écrasent autour de lui et le plongent dans le chaos. Grâce à ce changement soudain, Ian parvient enfin à sauver Cathy en toute sécurité. Au moment où elle est libérée, elle s'accroche fermement à lui avec soulagement. Ian se rend immédiatement compte que si elle continue à agir avec autant d'affection, le vieux chevalier comprendra rapidement qu'ils ne sont définitivement pas frères et sœurs. À cause de cela, il la serre maladroitement dans ses bras, tout en pensant secrètement à quel point il est déjà épuisé. Son énergie semble dangereusement basse, et tout ce qu'il veut maintenant, c'est enfin retourner à l'auberge et prendre un bain paisible. Malheureusement, Ian ne se rend pas encore compte que dans ce monde, quelque chose d'aussi simple que de prendre un bain tranquille lui est presque impossible. Pendant ce temps, de retour au château, une lettre d'urgence arrive soudainement. Il s'avère que Bernard, le fils aîné de Riverville, et Hansen, le chevalier de Riverville, se précipitent déjà vers l'emplacement d'Ian. Bernard et Hansen remarquent l'épaisse fumée qui s'élève au loin et supposent immédiatement qu'elle doit provenir d'une bataille. Immédiatement, ils commencent à craindre que les craintes du Seigneur ne se réalisent et que les chevaliers et le mage aient déjà déclenché un conflit à grande échelle dans la région. Hansen pense secrètement que toute cette situation est déjà assez gênante car il a été obligé de traîner le jeune maître protégé tout le temps. Et après avoir vu l'expression sur le visage de Bernard, il devient encore plus convaincu que l'amener ici était une très mauvaise idée. Il est épuisé de devoir constamment garder un enfant gâté comme lui. Cependant, lorsqu'il se précipite enfin vers la source de la fumée, il découvre qu'elle ne vient pas du tout d'une bataille. Au lieu de cela, les chevaliers aident Ian pendant qu'il prend un bain en plein air, ce qui laisse Ian lui-même extrêmement mal à l'aise et nerveux. Bernard et Hansen font immédiatement irruption sur les lieux, et Hansen dit rapidement au jeune maître de s'arrêter là où il est. The moment he realizes that nothing dangerous is happening and that it is literally just a bath, both of them stand there utterly dumbfounded. Neither of them can understand how anyone could casually bathe outside in the open like this. Even so, Bernard remains suspicious and convinces himself that there must be something deeper going on beneath the surface. Il commence à chercher intensément autour de lui toute signification cachée ou secrète derrière la situation. Soudain, il se met à crier fort qu'en tant que fils du seigneur de Riverville, il a parfaitement le droit de recevoir une explication complète de tout ce qui se passe ici et exige que quelqu'un l'informe en détail. Il fait immédiatement une crise de colère enfantine pendant que Ian regarde toute la scène avec une expression de plus en plus inconfortable. Le vieux chevalier qui s'appelle Elder dit calmement qu'il expliquera la situation,
Mais Bernard le coupe avec arrogance et lui répond qu'il ne demandait rien à Elder parce qu'il voulait que Ian lui-même réponde. Son manque de respect envers Elder est également évident. Bernard se présente alors fièrement comme l'héritier de la famille avant d'ordonner grossièrement à Ian de sortir du bain et de lui montrer le respect qui lui est dû. Ian se rend immédiatement compte que ce comportement ressemble à quelque chose dont Cathy lui a parlé un jour. Dans ce monde, les nobles pratiquent apparemment une étrange tradition connue sous le nom d'appâtage des mages. C'est une coutume selon laquelle les nobles provoquent intentionnellement les mages afin de tester leur pouvoir et leur tempérament. Si un mage tolère silencieusement les insultes, alors les gens le considèrent comme faible. Mais si le mage réagit violemment avec colère, alors il est reconnu comme véritablement puissant. Réalisant que Bernard essaie probablement de le provoquer intentionnellement, Ian refuse d'obéir à ses exigences. Bernard explose instantanément dans un autre accès de rage et crie sur la façon dont Ian ose défier un noble comme lui. Ian répond calmement qu'il n'a aucune obligation d'écouter un petit garçon gâté. Furieux au-delà de toute croyance, Bernard ordonne à son chevalier de capturer le mage immédiatement, bien que le chevalier lui-même semble plus intéressé à essayer de calmer le gamin qu'à attaquer réellement Ian. À ce stade, Ian décide que ça suffit. Il admet qu'il aurait pu tolérer la provocation enfantine plus tôt, mais être traité comme un imposteur dépasse complètement les limites. En sortant du bain, il libère à la fois sa magie noire et sa magie lumineuse, faisant flotter des poubelles, des haches et des objets à proximité dans les airs autour de lui. Hansen essaie rapidement d'arranger les choses en s'excusant pour le manque de respect du jeune maître et en assurant à Ian qu'il comprenne désormais pleinement sa force. Ian se détend enfin légèrement car il pense que cette démonstration devrait suffire à faire reculer Bernard. Malheureusement, il a complètement tort car l'enfant entre immédiatement dans une nouvelle crise de colère. Cette fois, Ian commence véritablement à craindre que le noble gâté tente de le faire exécuter, ne lui laissant d'autre choix que de coopérer pour le moment. Le lendemain, Ian visite le château où le seigneur de Riverville partage personnellement le thé avec lui et s'excuse pour les ennuis causés par le comportement de son fils. Ian répond poliment que c'est lui qui devrait s'excuser car il peut être allé trop loin lui-même. Le seigneur demande alors si Ian est arrivé avec sa compagne, mais Ian explique qu'elle a actuellement d'autres affaires à régler et qu'elle reste à l'auberge pour le moment. En réalité, il sait que Cathy reste sous la protection des chevaliers pour sa propre sécurité. La conversation se tourne bientôt vers les antécédents d'Ian et le seigneur demande le nom du maître de Ian. Ian répond que son maître est le seigneur Elodite, et le seigneur de Riverville reconnaît immédiatement le nom. Il explique qu'Elodite est connue comme l'une des étoiles montantes de l'académie. Curieux, il demande si le maître de Ian a déjà parlé du sud où se trouve l'académie de magie elle-même. Leur discussion dérive alors vers la politique alors que le seigneur demande si Ian envisage de se rendre vers la principauté de Palgar ou vers la principauté de Roxelin. Ian admet qu'il n'a aucune idée de ce que sont ces endroits, ce qui amène le seigneur à expliquer que les tensions entre les deux territoires sont devenues de plus en plus dangereuses ces derniers temps. Apparemment, la principauté de Palgar a commencé à jeter son dévolu sur Roxlan, et Ian se rend vite compte que cela signifie probablement qu'une guerre pourrait bientôt éclater entre les nations. Le seigneur demande alors si Ian lui-même envisage de se diriger également vers le sud, mais Ian explique qu'il voyage en fait vers l'est parce qu'il recherche un certain mystère. En entendant cela, le seigneur décide de lui offrir un cadeau. Ian devient confus lorsqu'un coffre est soudainement placé devant lui. Le seigneur l'encourage à l'ouvrir et quand Ian le fait, il découvre un bâton posé à l'intérieur. Le seigneur explique que le bâton appartenait autrefois à un aéromancien renommé et qu'il s'appelle Wingsgate. Ian le ramasse avec précaution et remarque instantanément à quel point il semble lui convenir parfaitement. Bien qu'à l'extérieur, il ne ressemble à rien de plus qu'à un bâton ordinaire. Le tenir étrangement donne l'impression d'obtenir enfin l'accessoire parfait pour un vrai mage. Malgré cela, il apprécie vraiment ce geste. Le seigneur explique que cela doit être considéré comme un signe de gratitude pour avoir pardonné le comportement scandaleux de son fils. Ian sincerely thanks him and happily accepts the gift. However, the moment he returns from the meeting, he suddenly hears someone desperately screaming his name. Ian devient instantanément alerté. Cathy se précipite vers lui, paniquée, et lui annonce que quelque chose de terrible s'est produit, puis elle révèle un corbeau qu'elle a piégé. Voyant qu'il ne s'agit que d'un corbeau, Ian finit par se calmer, et Cathy sourit de soulagement. Le vieil homme explique qu'un chasseur a attrapé l'oiseau plus tôt dans la matinée et avait l'intention de le cuisiner et de le manger, mais Cathy l'a arrêté et a emmené le corbeau avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Ian se rend compte que Cathy est complètement sérieuse lorsqu'elle explique que, pour elle, l'oiseau lui rappelle Ian parce qu'ils ont tous les deux les cheveux noirs, et d'une manière ou d'une autre, on a l'impression que le destin lui-même leur a amené le corbeau, donc elle ne pourrait jamais permettre à quelqu'un de manger un corbeau comme ça. Cathy est pratiquement rayonnante d'excitation pendant que Ian s'excuse auprès du vieil homme pour tous les ennuis qu'elle a causés et leur dit avec désinvolture qu'il devrait quand même y aller et le manger. Entendre cela écrase complètement Cathy, et elle ne peut pas croire à quel point il est froid envers une créature aussi impuissante.
Pendant que Ian essaie de la calmer, les chevaliers sont déjà ravis à l'idée de pouvoir en tirer un déjeuner facile. Puis soudain, Ian entend une voix le suppliant de le sauver. Il dit immédiatement aux autres de s'arrêter un moment avant de ramasser soigneusement le corbeau, pour se rendre compte que la créature implore désespérément de l'aide. Ian commence à parler au corbeau et remarque rapidement que même si l'oiseau ne peut pas comprendre ses mots, il peut, d'une manière ou d'une autre, parfaitement comprendre le corbeau. Il se rend compte que le langage de Méronius ne fonctionne pas correctement ici. Peut être parce que la créature manque de suffisamment de mystère pour que la magie se connecte complètement. Il essaye de se concentrer plus fort, mais le corbeau continue de paniquer et de se répéter encore et encore jusqu'à ce que Ian finisse par craquer et lui dise avec colère de se taire, parce qu'il va déjà le sauver et n'a pas besoin d'entendre le même appel. Désespéré 100 fois de plus, le corbeau se tait instantanément et Ian pense que même si le corbeau ne peut pas comprendre correctement sa langue, il sait qu'en lire l'ambiance et rester silencieux. Les chevaliers le regardent avec incrédulité car le mage parle avec désinvolture à un corbeau comme s'il s'agissait d'un autre être humain. Ian explique que le corbeau lui demande de l'aide, et Cathy est ravie car maintenant son corbeau bien-aimé va survivre. Elle rayonne de joie et dit qu'elle savait depuis le début que l'oiseau était spécial. Elder commente que la jeune femme semble capable de ressentir les mystères de la même manière que Ian, et Cathy devient encore plus heureuse de s'entendre par rapport à lui. Ian guérit ensuite soigneusement l'aile cassée du corbeau, et Cathy dit joyeusement que maintenant la blessure devrait guérir rapidement. Après cela, elle demande ce qu'ils vont faire de l'oiseau, car s'ils le rendent simplement au chasseur, il finira de toute façon par être mangé, et le sauver n'aurait rien signifié. Ian réfléchit un instant en regardant dans les yeux du corbeau, et le corbeau le supplie une fois de plus de ne pas l'abandonner car les humains par ici sont terrifiants. Même si Ian pense que la créature est incroyablement ennuyeuse, il soupire quand même et la pose sur son épaule. Cathy demande immédiatement s'il l'emporte vraiment avec eux, et Ian répond que oui, au moins jusqu'à ce que son aile guérisse complètement. Cathy s'illumine d'enthousiasme et insiste sur le fait qu'ils doivent lui donner un nom propre. Elle lance plusieurs suggestions, mais Ian n'aime pas chacune d'entre elles, alors il finit par choisir le nom d'Oberon. Cathy l'adore immédiatement et à partir de ce moment, le corbeau devient connu sous le nom d'Oberon. L'oiseau déclare fièrement qu'ils peuvent désormais avoir l'honneur de le servir, et Ian pense immédiatement que le corbeau devient déjà beaucoup trop effronté pour son propre bien. Cathy suggère alors qu'il devrait être continué à voyager avec les chevaliers car elle a réalisé que ce serait beaucoup plus sûr que de se promener seul avec eux deux. Ian réfléchit attentivement à ces paroles et se rend compte qu'elle a raison, car des bandits ordinaires n'oseraient jamais attaquer un groupe protégé par les chevaliers de Santiago. Pourtant, il se demande si cela les aiderait si les chevaliers ne se dirigeaient pas vers la même destination. Avant de pouvoir réfléchir davantage, Elder s'approche et demande pourquoi ils ont tous les deux l'air si inquiets. Alors qu'il s'assoit à côté d'eux, il explique que quel que soit le talent de Ian en tant que mage, voyager seul avec une femme reste extrêmement dangereux. Pour cette raison, il propose un accord concernant un monstre dangereux récemment apparu sur le territoire du comte Katina. Elder explique que lors de leur voyage là-bas, les chevaliers prévoient de traquer une créature connue sous le nom de Manticore, une bête magique brutale tristement célèbre pour massacrer des humains simplement pour le plaisir. Étonnamment, Ian reconnaît déjà le nom et demande si Elder attend vraiment son aide contre quelque chose d'aussi dangereux. Elder explique rapidement qu'ils ne veulent pas vraiment le forcer au combat et ne l'entraîneront jamais en danger contre sa volonté. Mais si Ian souhaite volontairement les aider, personne ne l'arrêtera. Ian refuse immédiatement car il n'a pas l'intention de risquer sa vie contre un monstre aussi horrible. Cependant, Elder l'arrête rapidement et précise que la véritable raison pour laquelle ils ont besoin de lui est complètement différente. Il explique que lorsque l'ordre a annoncé son intention de chasser la Manticore, un prêtre du territoire du comte Katina a pratiquement forcé un mage local à coopérer avec eux. Naturellement, le mage a été profondément offensé par ce traitement et maintenant les chevaliers veulent qu'Ian arrange les choses. Comme Ian est également un mage, Elder pense que ses paroles auraient bien plus de poids que tout ce que les chevaliers eux-mêmes pourraient dire. Ian considers the proposal carefully and realizes that it is not actually a terrible arrangement. S'il lui suffit de calmer un mage irrité, en échange, ils bénéficieront de la protection et de l'escorte de tout un ordre chevaleresque, ce qui pourrait être extrêmement utile pour lui et Cathy. Finalement, il accepte l'offre. Peu de temps après, ils continuent leur voyage ensemble et Ian se rend vite compte que voyager aux côtés des chevaliers de Santiago est étonnamment confortable. Les membres de l'ordre sont des hommes disciplinés avec des principes forts, et comparé au chaos qu'il connaît habituellement, le voyage devient presque sans stress. Pourtant, s'il a un reproche, c'est que presque tous les chevaliers essaient constamment de les convertir, lui et Cathy, à leur religion. Au début, les conversations sont tolérables, mais bientôt, les sermons interminables deviennent répétitifs, épuisants et irritants parce que Ian n'a aucun intérêt à abandonner ses propres croyances simplement parce que quelqu'un d'autre y insiste. Plus tard dans la nuit, au camping, Elder s'assoit tranquillement à côté de lui et dit que c'est dommage. Ian demande immédiatement ce qu'il veut dire par là.
Elder explique que si seulement Ian pouvait entendre la voix de Dieu, alors peut-être qu'il pourrait devenir clerc de l'ordre. Il explique que les clercs sont essentiellement des mages d'église qui exercent le mystère de la foi lui-même. Ian réfléchit profondément à ces mots et se demande si quelqu'un pourrait vraiment parler à Dieu. Alors peut-être pourrait-il enfin poser des questions sur son étrange fenêtre de statue et sur la raison pour laquelle il s'est réincarné dans ce monde en premier lieu. Curieux maintenant, il s'approche de Dietrich et lui demande s'il peut également étudier leurs livres sacrés. Après un certain temps, Dietrich apprend patiemment à Ian comment lire des passages de la Bible et le félicite même pour son ouverture d'esprit envers leur foi. Cependant, Ian perd soudainement tout intérêt et Dietrich remarque l'étrange changement dans son expression et demande ce qui ne va pas. Ian répond que Dietrich vient de le complimenter il y a un instant, mais Dietrich s'alarme instantanément et insiste sur le fait qu'il n'a jamais rien dit du tout. Confus, Ian jure avoir clairement entendu une voix qui lui parlait directement. C'est à ce moment-là qu'il réalise soudain que la voix ne semble pas du tout humaine. Puis une autre voix étrange lui murmure à l'oreille, suggérant calmement que être l'orateur n'est pas du tout un être qu'on pourrait même appeler humain, et Ian reste complètement confus quant à ce qui lui arrive exactement. Ian se rend compte que la voix qui parle dans sa tête est être celle qui l'a amené ici, alors il crie immédiatement et exige une réponse. Il ne cesse d'accumuler des questions, interrogeant le prétendu créateur sur la fenêtre de statue et pourquoi il a été jeté dans ce monde juste après avoir à peine obtenu son diplôme. Alors que son irritation ne cesse de croître, un soudain coup de vent passe à travers, et juste comme ça, on a l'impression que le mystérieux créateur est déjà parti sans répondre. Notre gars est frustré et commence à s'en aller, exigeant qu'elle revienne et lui réponde correctement. Pendant ce temps, les chevaliers de Santiago ont du mal à le retenir et le supplient pratiquement de se calmer. Un instant plus tard, Ian a soudain une idée et feuillette rapidement le livre divin, espérant que cela pourrait lui donner une autre chance d'atteindre à nouveau cette voie. Alors qu'il continue de lire, la fenêtre d'état apparaît soudainement avec une notification l'informant qu'il a acquis une nouvelle compétence appelée art sacré. Il précise que cette compétence lui permettra de communiquer avec le créateur de ce monde. Juste après, de plus en plus de notifications commencent à affluer, lui disant de montrer plus d'intérêt s'il veut satisfaire le créateur. Voyant tout cela, Ian commence à se demander si le propriétaire de cette voie est vraiment celui qui l'a entraîné dans ce monde et lui a accordé cette capacité. Plus il y pense, plus il se sent comme une sorte de marionnette contrôlée et ridiculisée. Il veut précipiter les choses et la confronter directement, mais son niveau en art sacré est encore trop bas pour entamer une véritable conversation. En fin de compte, il abandonne pour le moment, décidant qu'il devra découvrir plus de mystères et rassembler suffisamment de points pour améliorer ses arts sacrés. Quelques jours s'écoulent au cours de leur voyage, et à un moment donné, un groupe de bandits tente de leur tendre une embuscade. Les chevaliers s'occupent des amateurs faibles sans trop de problèmes, puis vérifie Ian et lui demande s'il va bien. Ian répond qu'il est en sécurité et demande à l'aîné s'il va bien puisque ce sont eux qui ont réellement mené tous les combats. L'aîné en rit et dit que peu importe à quel point il devient un bonhomme, il ne va toujours pas perdre face à des bandits amateurs. Ian profite de l'occasion pour lui poser davantage de questions sur son passé et évoque le fait qu'il a entendu dire qu'il était mercenaire. L'aîné l'admet et dit que même s'il ressemble maintenant à un vieil homme, il était autrefois un vedette connu de partout. Il explique qu'il a dû commencer à utiliser le pseudonyme d'aîné parce que chaque fois que les gens entendaient son vrai nom, ils le poursuivaient juste pour attirer l'attention et se faire un nom. En entendant cela, Ian commence à se demander si l'homme était vraiment si célèbre. Une fois les bandits éliminés, l'un des chevaliers se présente à l'aîné et l'informe que la route à parcourir se divise en deux chemins. Il explique que le chemin de l'Est mène au château du comte, tandis que le chemin de l'Ouest mène vers la région de Manticore. Le vieil homme dit alors à Ian que le mage dont il a parlé vit quelque part près de la région de Manticore et lui montre du doigt cette direction, lui demandant de se dépêcher. Ian stops the group for a moment and suggests to Kathy that they should first go meet the mage before heading to the count's place. Lucy immediately refuses and says she will go alone instead. Ian s'inquiète et demande si elle ira bien toute seule. Elle sourit et répond qu'elle n'est pas une enfant et qu'elle est convaincue que le chemin de l'Est l'amènera directement chez son oncle. Elle lui dit au revoir et part sans hésitation. La regarder partir avec tant de désinvolture met Ian mal à l'aise car il se demande si elle ira vraiment bien. Il décide alors de s'occuper du mage le plus rapidement possible afin de pouvoir la surveiller avant que quelque chose ne se passe mal. Le vieil homme demande au garçon pourquoi sa sœur est partie sans lui, mais Ian répond simplement qu'il la rattrapera bientôt et renvoie rapidement le sujet au mage. Le vieil homme se penche par-dessus l'épaule d'Ian et lui demande s'il est mentalement prêt à faire face à ce qui s'en vient. Il tente de lui faire peur en lui expliquant à quel point les mages peuvent être dangereux et ajoute que celui qu'il s'apprête à rencontrer est déjà contrarié à cause de l'ordre. Ian se demande pourquoi ce sont les chevaliers qui nettoient les dégâts de l'ordre et le vieil homme répond avec désinvolture qu'ils sont payés une somme importante pour cela. Cette réponse fait comprendre à Ian pourquoi tous les chevaliers portent une armure si brillante et si chère.
Ensuite, le vieil homme montre un peu de sympathie et le rassure que puisque Ian est aussi un mage, l'autre mage pourrait se calmer une fois qu'elle verra son visage. Ian commence à se demander quel genre de personne elle pourrait être puisque ce sera la première fois qu'il rencontrera un mage autre que son maître. Pendant ce temps, on voit la mage nommée Monty Campbell, qui ressemble davantage à une sorcière désagréable, en train de remuer une casserole de soupe. La scène revient à quelque temps plus tôt, lorsque l'ordre s'est approché d'elle et lui a demandé sa magie pour l'aider à capturer la manticore. L'ordre s'est comporté de manière grossière et lui a dit de se sentir reconnaissante puisque la forêt était sous leur contrôle. Cette attitude met Manny en colère et, à la place, elle leur propose d'essayer sa cuisine s'ils veulent son aide. Elle utilise l'horrible odeur de sa soupe pour les effrayer et ça finit par marcher. Alors que l'histoire revient au présent, les chevaliers et Ian arrivent près de chez la sorcière. L'aîné l'informe que le mage qu'ils sont sur le point de rencontrer est Manny Campbell et la présente comme une sorcière des plantes bien connue. Il continue en expliquant qu'elle peut contrôler librement les plantes et qu'elle est même capable d'en fabriquer des poisons extrêmement mortels. L'aîné ajoute ensuite que la véritable raison pour laquelle ils sont venus ici est d'obtenir son poison, dont ils ont besoin pour traquer la manticore. À ce moment-là, une odeur terrible se répandit dans l'air, obligeant les chevaliers à se couvrir rapidement le nez de dégoût. Manny apparaît, riant d'une manière décontractée mais méchante, et dit qu'elle les attendait et qu'elle est heureuse de voir qu'ils reviennent réellement pour essayer sa délicieuse soupe. Elle leur présente un bol de sa soupe au poulet et à l'ail qui sent horriblement mauvais et clairement dangereuse. Les chevaliers gardent le nez couvert tout en tenant à contre-cœur les bols nauséabonds dans leurs mains. Lorsque l'aîné tente d'expliquer qu'ils ne sont pas venus ici pour tester sa force à travers un tel plat, Monty répond que son repas rare est préparé à partir des meilleurs ingrédients qu'elle a personnellement récoltés. Elle leur dit alors qu'ils sont libres de partir s'ils ne souhaitent pas accepter son hospitalité et goûter sa cuisine. Alors que les nuits luttent et commencent même à vomir à cause de l'odeur et du goût, Ian boit la soupe avec désinvolture à grande gorgée, finissant un bol après l'autre sans hésitation. Apparemment, il finit par aimer tellement le goût qu'il ne peut s'empêcher d'en manger davantage. La sorcière s'inquiète alors qu'elle le regarde continuer à dévorer son plat empoisonné sans ralentir du tout. Quand Ian dit calmement à la mage que cela a vraiment bon goût, Manny a du mal à croire ce qu'elle entend. Ian poursuit en mentionnant qu'il aime vraiment la quantité d'ail qu'elle a ajoutée à la soupe et continue de la manger sans aucune hésitation. Manny et les chevaliers commencent à s'inquiéter sur ce site et elle se rapproche rapidement de lui et insiste sur le fait que cela suffit. Elle avoue qu'en 40 ans de sorcellerie des plantes, elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi ridicule, puis lui demande directement son nom. Dès que Ian révèle son nom, Manny est clairement surpris et se précipite pour confirmer s'il est bien l'apprenti de la pyromancienne, Elodite. Elle s'excuse immédiatement pour la façon dont elle l'a traité plus tôt et pour redorer son image, elle prépare immédiatement un véritable repas luxueux pour lui et les chevaliers. Ian préfère toujours la soupe au poulet, mais il choisit de se plier à la situation au lieu d'en faire toute une histoire. Manny prend alors un ton plus sérieux et demande s'ils envisagent de chasser la manticore. Elle les prévient qu'il s'agit d'une tâche dangereuse, leur rappelant que la bête ailée a déjà anéanti plusieurs chasseurs précédemment envoyés par le comte Carina. Le vieil homme répond qu'il est plus que prêt à accomplir cette tâche. Voyant sa confiance, la sorcière lui demande s'il a déjà vaincu une manticore auparavant. Le vieil homme hoche la tête et répond que oui, mais c'était il y a longtemps, dans sa jeunesse. Elle se tourne ensuite vers Ian et lui demande s'il en a déjà affronté un lui-même, ajoutant qu'elle s'attend à ce qu'il soit un véritable mage étant donné qu'il a été formé par un pyromancien légendaire. Elle demande ensuite à Ian de prêter également son aide au chevalier. En entendant cela, notre garçon dérive dans ses pensées. Il se souvient que son maître lui avait enseigné qu'un mage devait s'impliquer dans les problèmes des gens, même si cela allait à l'encontre de ses propres souhaits, et que de telles questions devaient toujours être prises au sérieux. As he reflects on those words, Ian also feels that there is no real reason for him to go out of his way to hunt a dangerous winged lion. However, the thought of refusing the request and having rumors spread about him in the mage circle starts to make him hesitate. Le Cercle des Mages est une organisation créée pour maintenir une utilisation appropriée des mystères, et Ian ne veut pas nuire à sa position là basse. Il craint que refuser cette offre puisse mettre son maître en colère et même amener d'autres mages à refuser de l'aider lorsqu'il en a besoin. Voyant qu'il n'a pas d'autre choix, Ian accepte de les accompagner à la chasse. Le lendemain, il voyage avec Manny et les chevaliers vers la forêt, tout en espérant que Cathy ira bien toute seule. Alors qu'il pense à Cathy, son corbeau de compagnie, Oberon, revient et l'informe qu'il a localisé le lion ailé, lui indiquant la direction exacte dans laquelle il se trouve. Quand Ian rapporte cela au vieil homme, il est impressionné par la façon dont Ian utilise les corbeaux pour leur reconnaissance. Au cours de leur voyage, Ian a réussi à habituer Oberon à la parole humaine, lui permettant de communiquer directement. À mesure qu'il se rapproche, le chef des chevaliers de Santiago commence à ressentir une étrange pression dans l'air et devient plus alerte. Ian demande alors si le vieil homme peut essayer de persuader la manticore puisque c'est aussi techniquement un monstre.
Le vieil homme ne sait pas comment réagir, tandis que Mani n'est pas immédiatement d'accord et dit que le lion ailé n'est pas quelque chose avec lequel on peut raisonner facilement. Elle est légèrement paniquée et demande ce que Ian sait sur l'invocation, l'avertissant qu'elle le signalera à son maître s'il essaie réellement quelque chose comme ça. Ian se demande brièvement s'il devrait au moins recevoir des éloges pour ses efforts. À ce moment-là, l'un des chevaliers indique une direction et les informe qu'ils ont enfin rencontré le monstre. Tout le monde s'immobilise comme des statues, n'osant pas bouger ne serait-ce qu'un petit peu. Notre garçon dit aux autres de ne pas trembler du tout et de rester près de lui. À ce moment-là, Dietrich s'approche du vieil homme et lui dit que les armes empoisonnées sont prêtes, lui remettant plusieurs flèches enduites du liquide mortel. Le chef de nuit ordonne alors à ses hommes de tirer, et une volée de flèches le dépasse. Pendant ce temps, Ian regarde toute la situation se dérouler sans dire un mot. Alors que les flèches empoisonnées volent vers l'avant, notre héros devient soudainement alerte. Les projectiles rebondissent sur la peau du monstre sans laisser la moindre marque. Il partage rapidement cette information avec le vieil homme qui lui prend la tête avec frustration tandis que Dietrich demande ce qu'ils doivent faire ensuite. Alors qu'il s'apprête à ordonner une nouvelle attaque, des rires maléfiques se répandent dans la zone et le monstre se révèle enfin. Le pauvre Oberon semble sur le point de s'effondrer de peur. Ian se rend compte que maintenant que le monstre est juste devant eux, il n'a plus le temps de préparer à nouveau les flèches empoisonnées. Ne voyant pas d'autre choix, il lève les yeux vers le ciel et laisse échapper un puissant rugissement en utilisant Moronius. Tout le monde se tait pendant que Monty note que le garçon a réussi à réussir. Même la manticore s'arrête de bouger et les deux se font face. Le monstre s'intéresse au fait qu'un humain puisse parler sa langue et dit que Ian n'est pas comme lui. Se forçant à rester stable, notre garçon garde un ton poli et se présente. Cependant, le monstre lui coupe immédiatement la parole et lui dit de se taire et de se noyer dans une flaque d'eau. En entendant cela, Ian abandonne l'acte de politesse et demande quel genre d'abomination il est. La manticore semble satisfaite de la réponse directe et dit que cela lui ressemble davantage. Il dit à l'humain d'être franc et de lui demander simplement s'il veut savoir quelque chose. Correspondant à ce ton, Ian dit qu'il veut la tête du monstre. La réponse fait rire la créature aux éclats en disant qu'il l'aime bien. Il propose ensuite un marché hommage, lui disant de s'associer à lui et de déchirer ses sales humains. L'idée choque Ian tandis que la manticore continue de parler de la façon dont il appréciera le goût de la chair humaine. Il dit au garçon qu'il peut avoir autant de femmes qu'il le souhaite et qu'une fois qu'il aura terminé, la manticore les mangera aussi. Le monstre commence à être excité par cette pensée, mais notre garçon l'interrompt avec un soupir déçu. Crachant par terre devant la créature, il dit que l'idée est trop dégoûtante pour être envisagée. Notre garçon et Oberon lèvent tous les deux le majeur et lancent des insultes qui feraient une crise cardiaque à sa mère. Dietrich essaie de parler alors qu'il est visiblement nerveux, mais est interrompu alors que la manticore se redresse, prête à se battre. Passant à l'anglais, il avance sa patte comme une lance et déclare que Ian est un humain digne d'être tué par lui. Our hero is more shocked that the monster can speak in the common language and freezes in surprise. Monty quickly reacts and casts a spell, stomping her foot on the ground. Plants begin growing rapidly, forming massive vines that rise up like a wall and separate the beast from them. However, the old man does not calm down and instead starts scolding Monty for her actions. She looks confused and says she trapped the monster, but the old man reminds her that his men are trapped as well. She pauses for a moment before arguing back that the knights are not helpless and will manage somehow. Soudain, le vieil homme se fige en entendant un cri venant de l'autre côté du mur. Inquiet pour ses hommes, il s'enfuit tandis que les deux lui crient d'arrêter. Peu de temps après, ils arrivent sur place et ils demandent immédiatement si tout le monde est encore en vie. L'ambiance devient sérieuse lorsqu'un chevalier dit qu'ils ont survécu, mais Dietrich est grièvement blessé. Allongé là, souffrant, le fidèle chevalier s'excuse d'avoir laissé le monstre s'échapper, mais le chef des chevaliers de Santiago lui coupe la parole et le tient fermement. Ian se sent sur le point de s'effondrer et serre fermement le poing. Après sa renaissance, il ne s'attendait jamais à voir quelqu'un mourir sous ses yeux, surtout quelqu'un comme Dietrich. Les souvenirs du passé commencent à lui traverser l'esprit alors qu'il lutte pour accepter à quel point tout semble réel. Il lui apparaît enfin clairement que dans ce monde, les monstres et la guerre sont normaux. Les morts, dont il ne lisait autrefois que dans les histoires, se produisent désormais sous ses yeux. Refusant de rester là à ne rien faire, il ajuste sa cape et se dirige vers son allié déchu. Agenouillé à côté de lui, il demande à Dietrich s'il se souvient de ce qu'on lui a appris pendant l'étude biblique, à savoir que si quelqu'un croit vraiment et prie avec sincérité, les cieux trouveront un moyen. Ces mots font monter les larmes aux yeux du chevalier alors qu'il répond oui. Ian dit alors qu'ils devraient prier ensemble alors qu'une lumière bleue commence à se répandre autour d'eux. Dans son esprit, il appelle le ciel en disant que leurs fidèles disciples meurent impuissants devant eux et en leur demandant s'ils ne feront rien. Une voix répond que son appel a été entendu et propose de faire quelque chose puisque Ian l'a si gentiment demandé. La zone entière se remplit de lumière bleue aveuglant temporairement tout le monde. Le vieil homme l'appelle, mais s'interrompt avant de pouvoir terminer.
Pendant ce temps, notre héros lâche la main de son camarade et regarde la sienne, incertain de ce qui se passe. La scène se déplace ensuite vers un endroit éthéré et lumineux, où une voix appelle Dietrich et lui dit de se réveiller. Une femme vêtue de blanc lui tend la main, ce qui le surprend. L'homme se rend compte que ce doit être le Créateur qu'il a prié pendant tout ce temps. Alors qu'elle descend et se tient devant lui, elle lui dit qu'elle est heureuse de le voir ici. Dietrich baisse immédiatement la tête et se sent dépassé par ce qui se passe. La Sainte Dame lui dit que l'œuvre de sa vie n'est pas encore terminée. Il a l'air confus et répète ses mots, essayant de les comprendre. Cependant, la Sainte Dame lui tend à nouveau la main et lui dit de diffuser encore plus son message et d'aider ceux qui sont dans le besoin. Plus important encore, elle dit au fidèle chevalier qu'il doit aider son apôtre, Ian. À ce moment-là, Dietrich se réveille dans le monde réel et son maître crie son nom. He sits up and asks what just happened. Notre garçon prononce son nom en s'approchant de lui et lui demande ce que ça fait de renaître. Le chevalier se met immédiatement à pleurer et tient fermement les mains de Ian. Il dit que notre héros l'a sauvé parce que le Créateur a dû le commander. Our hero gives a nervous smile and remembers that he was only able to use holy arts because the Holy Lady allowed him to borrow her power. He asks how the knight knew that and explains that the Holy Lady told him that Dietrich still has much to do in this world. Remembering the words of the great being, the knight shouts in excitement and starts calling Ian a holy apostle. Les autres chevaliers supposent qu'il a peu être reçu un coup à la tête et acceptent de le surveiller pendant un moment. En regardant la scène se dérouler, Manny commente qu'il semble très joyeux pour des personnes qui étaient sur le point de mourir il y a quelques instants. Voyant ces hommes revenir en bonne condition, le vieil homme demande s'ils sont prêts à combattre à nouveau la Manticore. Notre héros envoie Oberon explorer la zone en premier, afin qu'il puisse mieux comprendre la situation. Le chef de nuit s'inquiète du fait que quelque chose pourrait arriver à l'oiseau, mais Ian rejette cette inquiétude, le laissant confus. Notre héros dit à l'équipe que le Manticore n'est pas un voyou ordinaire de bas niveau, ils doivent donc être parfaitement préparés à affronter lui. La scène passe ensuite à la Manticore qui est occupée à attaquer une ville voisine et à poursuivre les humains dans les rues. Un jeune homme éloigne son père du monstre, mais le vieil homme glisse et tombe au sol. Le fils l'appelle, mais il est déjà trop tard alors que la Manticore s'approche pour la tuer. Avant que le monstre ne puisse mordre, le jeune homme attrape une fourche et tente de l'éloigner de son père. Il tient l'arme en l'air même si tout son corps tremble énormément. La Manticore comprend que le vieil homme est son père et lui fait une offre. Il dit à l'homme de tuer son propre père et en retour, il épargnera tous les autres habitants de la région. Le jeune homme refuse l'offre et dit au monstre de mourir. La Manticore ne semble pas du tout gênée par cette réponse. Il lève haut la patte et se prépare à les trancher. Le père et le fils s'accrochent l'un à l'autre, prêts à accepter leur fin, mais à ce moment-là, une flèche arrive et frappe le monstre dans l'œil. Le chef des chevaliers de Santiago se précipite et dévie l'attaque entrante tandis que la Manticore hurle de douleur. Le père et le fils ont enfin un moment pour respirer tandis que le vieux chevalier crie à ses hommes de se préparer. Les soldats avancent rapidement tandis que la Manticore les regarde et crie qu'ils se précipitent vers la mort. Cependant, Ian appelle le monstre et le traite d'idiot. Ayant maîtrisé les arts secrets de la rage, il prétend que la Manticore ne fait que retarder sa défaite inévitable. Le monstre lui crie de se taire, mais notre héros continue et se demande si c'est ainsi que sonne un chien vaincu. L'appât de rage fonctionne lorsque la Manticore charge directement sur Ian à pleine vitesse. Au dernier moment, notre héros sourit tandis que Manny s'avance et lève son bâton. Elle active un autre sort de croissance végétale qui enveloppe étroitement le monstre dans les vignes. Le vieil homme ordonne alors à ses hommes d'agir et il lance des bouteilles d'argile sur la Manticore piégée. La bête devient encore plus furieuse à mesure qu'elle se couvre d'un étrange liquide. Pendant ce temps, Monty dit à Ian que c'est son moment de briller maintenant. Notre garçon s'avance et active sa magie du feu d'un simple claquement de doigts. La Manticore se rend compte trop tard que le liquide est de l'huile et est immédiatement englouti par les flammes. Ses cris s'éteignent lentement tandis qu'Ian ne montre aucune réaction, se moquant de son ennemi jusqu'à ce qu'il ne soit plus que des morceaux croustillants. Une fois tout terminé, les citoyens s'avancent pour montrer leur gratitude aux chevaliers qui affirment calmement qu'ils n'ont fait que leur devoir. De l'arrière-plan, notre garçon jette un regard froid au chef des chevaliers de Santiago, regardant le vieux bonhomme sénile s'imprégner de tous les éloges. Oberon le regarde avec des yeux innocents et demande sarcastiquement pourquoi son grand maître n'obtient pas le respect qu'il mérite. Il dit à l'ennuyeuse petite boule de peluche de la fermer, puis se demande si sa démonstration de rôtir une Manticore vivante avec la magie du feu a plutôt intimidé les citoyens. À ce moment-là, il est véritablement pris au dépourvu lorsqu'un jeune homme et son grand-père s'avancent pour le remercier de leur avoir sauvé la vie. Il se fige un instant, ne sachant pas comment réagir, puisqu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le remercie en premier lieu. Un large sourire s'épanouit sur le visage du vieil homme lorsqu'il remarqua cette réaction. Le chef de la nuit s'incline soudainement en signe de gratitude envers le puissant mage qui a sauvé tout le monde du grand méchant Manticore. Ian répond maladroitement qu'il n'a fait que suivre les ordres de Manny, il n'a donc pas besoin de s'incliner comme ça.
Cette réponse surprend le chef chevalier qui ne s'attendait pas à une telle humilité à la hauteur de ses compétences et de sa présence. D'après son expérience, les enfants comme lui grandissent généralement pour devenir des héros dont la réputation les fait paraître plus nobles que les vrais nobles. Peu de temps après, un groupe de gardes s'approche des chevaliers et leur demande s'ils sont responsables de l'abattage de la bête. Au lieu de répondre directement, le chef des chevaliers de Santiago exige que les imbéciles déclarent d'abord leur identité. Les hommes s'excusent et expliquent qu'ils sont les gardes du château Comtal. Notre garçon est surpris lorsqu'il les invite tous les deux directement au château Comtal. Au manoir Comtal, les chevaliers sont accueillis par un banquet digne de leur exploit. L'oncle ivre de Lucie loue bruyamment leur sens aigu de la justice, les applaudissant pour avoir tué sans crainte une bête impie aussi dangereuse. Le vieil homme sourit et prétend avec désinvolture que ce n'était rien de spécial pour des guerriers de leur niveau. Ces paroles rendent clairement le comte un peu jaloux, souhaitant avoir des gardes comme eux pour protéger son domaine. Man ignore le fait que ses propres gardes sont là, à l'écoute. Ensuite, il commence à beurrer la sorcière, promettant qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'aucun prêtre ne remettra jamais les pieds dans sa forêt. Puis son expression devient soudainement sérieuse alors qu'il regarde Ian, mentionnant qu'il a beaucoup entendu parler de lui par sa nièce. L'homme est abasourdi lorsqu'il voit que l'enfant est beaucoup trop occupé à se gaver de viande et de pain pour même remarquer qu'on s'adresse à lui. Lorsque son petit copain lui fait enfin remarquer que l'homme à l'air important lui parle, Ian jette un regard froid au salaud qui vient d'interrompre son repas gastronomique de 3 plats. Attrapant fermement une miche de pain comme si elle lui appartenait, il s'excuse avec désinvolture de ne pas y avoir prêté attention car la nourriture est tout simplement trop bonne pour être ignorée. En entendant cela, le comte fait semblant d'ignorer son manque de respect antérieur. Au lieu de cela, l'homme l'applaudit pour avoir assuré la sécurité de Lucie. En récompense, il ordonne à son majordome d'ouvrir un coffre. À l'intérieur, il y a un parchemin magique brillant à l'intérieur. On dit que de puissants sorts sont inscrits sur ces parchemins qui libèrent la magie stockée au moment où ils sont déchirés. En voyant un objet aussi rare juste devant lui, notre héros est complètement ébloui. Tenant le papier fin entre ses mains, il observe attentivement les inscriptions qui y sont écrites. Le comte sourit et demande si le cadeau qu'il a préparé spécialement pour lui répond à ses attentes. Notre héros exprime sa gratitude pour une récompense aussi incroyable, mais le comte répond que cela convient tout à fait au héros qui a ramené sa précieuse Lucie en toute sécurité. D'un claquement de doigts, les portes de la salle de banquet s'ouvrent. À ce moment-là, la noble fille entre, vêtue d'une belle robe et d'un chapeau de magicien ridiculement long, la moitié de sa hauteur. Ce chapeau loufoque et impressionnant fait presque s'étouffer notre homme alors qu'il lutte pour retenir son rire. Alors que Lucie s'assoit à côté de son oncle, il se demande où elle a trouvé une pièce de cosplay aussi ridicule. Fermant timidement les yeux sur son héros, Lucie demande doucement comment il va. Après avoir observé la façon dont les deux se regardent pendant juste une seconde, le chef du chevalier lui rappelle d'un ton taquin qu'il l'appelait autrefois sa sœur. À en juger par son expression, elle le voit comme quelque chose de plus que cela. Avançant, le comte propose une proposition à notre magicien. Il veut qu'Ian accompagne Lucie dans sa mission de se venger des salauds qui lui ont fait du mal. Le comte lui demande fermement de rejoindre ses hommes pour assurer le succès de la mission. Notre garçon se rend vite compte que le parchemin magique n'était pas exactement une récompense gratuite. C'était clairement un appât, destiné à le faire pression pour qu'il accepte l'offre. Néanmoins, le rôle d'un mage consistant à lancer des sorts depuis la ligne arrière n'est pas trop dangereux. Il n'est donc pas complètement contre l'idée. En plus de cela, si les choses se passent bien, il pourrait gagner une lourde récompense de la part de Lucie et de son oncle. Restant humble comme toujours, il accepte que s'il croit qu'un humble mage comme lui peut être utile, alors il les rejoindra. 3 jours plus tard, tout le monde, y compris Lucie, se rassemble devant le manoir du comte. Lucie explique que le comte est occupé avec les préparatifs, mais il leur réservera un grand accueil à leur retour. Le chef des chevaliers de Santiago sourit simplement et dit qu'il l'attend avec impatience. Pendant ce temps, notre garçon est contrarié que leur équipe ait perdu plusieurs hommes capables. Tout cela grâce au comte qui les a soudoyés sans vergogne avec ses trésors. À ce moment-là, le vieil homme le remercie soudainement d'être resté à ses côtés tout le temps. Il promet qu'une surprise l'attend lors de sa visite sur l'île de Trifar. Le voyant confus par ce nom inconnu, le chef explique qu'il s'agit d'une île flottante dans la mer de corail et que les locaux l'accueilleront chaleureusement s'il mentionne le nom de Salvador. Surpris, Ian demande si Salvador est réellement son nom. Décidant qu'il est enfin temps de le révéler, l'aîné déclare calmement qu'il s'appelle Salvador et qu'il est issu de la famille Orcus. Même si Ian n'en saisit pas immédiatement l'importance, Lucie reconnaît instantanément le nom de Salvador des Loups Blancs. Le vieil homme laisse échapper un rire humble et amusé face à son ancien titre. Pendant ce temps, notre garçon reste là, se sentant complètement exclu de la conversation. Réalisant qu'il n'en a aucune idée, Lucie explique à cet imbécile qu'il se tient devant l'ancien chef de l'équipe de mercenaires privés de l'empereur, les Loups Blancs. Leur chef était si habile avec l'épée que les rumeurs disent que l'empereur lui-même lui aurait accordé le titre de maître de l'épée.
Cela signifie qu'ils sont actuellement en présence d'une légende vivante. Oberon et Ian n'en ont rien à foutre, cependant, tous deux regardent fixement comme si ce n'était pas grave. Choquée par leur réaction, Lucy exalte le vieil homme. Elle ne comprend pas pourquoi il ne perd pas la tête et ne fait pas de backflips en respirant le même oxygène que quelqu'un de ce niveau. En revanche, Salvador n'a pas l'air trop surpris par la réaction sourde d'Ian puisqu'il s'y attendait plus ou moins. Malgré cela, il apprécie quand les gens se rassemblent autour de lui et deviennent fous après avoir appris sa véritable identité. Sur ce, le maître de l'épée et la sorcière se préparent à partir. L'un des chevaliers attrape les mains de notre garçon. Il est trop émotif lorsqu'il demande s'ils se reverront un jour. Avant de partir, Salvador serre la main d'Ian et lui promet de le revoir sur l'île flottante. Le vieil homme lui souhaite alors bon voyage jusqu'à ce que ce jour vienne. Plus tard, le comte monte sur scène pour s'adresser à son armée. Chaque étape semble plus lourde que la précédente alors que les souvenirs de la demande de sa nièce de venger sa mère lui traversent l'esprit. Jamais, dans son imagination la plus folle, il ne s'était attendu à ce que Grimm fasse un geste envers Lucy après ce qu'il avait déjà fait à sa mère. Même ainsi, marier Lucy à l'un de ses fidèles serviteurs la transformerait en un puissant bouclier politique. Son territoire deviendrait beaucoup plus sûr et il obtiendrait davantage de contrôle sur la baronnie. Dans cette optique, l'homme rusé envisage d'avoir une conversation privée avec sa nièce une fois que les choses se seront calmées. Après cela, le comte prononce un discours puissant, enflammant ses soldats pour mettre fin à l'injustice et aux crimes commis par Grimm. Plus tard dans la nuit, les chevaliers installèrent leur camp. Certains d'entre eux, dont Lucy, sont véritablement confus. Ils se demandent s'il s'est cogné la tête quelque part en cours de route. Au lieu de cuisiner, il reste assis là à faire bouillir sa cuillère. La noble jeune fille essaie de ne pas juger et se demande s'il vient d'un endroit pauvre où les cuillères sont un mets délicat. Quelques nuits au loin commencent à répandre des rumeurs selon lesquelles le maître mage est un fou qui boit de la soupe à la cuillère. Irrité, notre garçon dit à Lucy qu'il est en train de désinfecter la cuillère. Le grand mot passe droit au-dessus de la tête de Birdbrain. Il l'écarte ensuite, disant que c'est trop compliqué pour qu'elle comprenne de toute façon. Cela ne fait que rendre les chevaliers encore plus curieux, pensant qu'il prépare un plat mystérieux et délicieux. Ils finissent par l'énerver encore plus en lui demandant s'ils peuvent ajouter leur viande dans sa soupe spéciale. Après le dîner, Lucy admet qu'elle réfléchit à quelque chose depuis un moment, mais elle n'en est toujours pas sûre. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle veut dire, elle lui rappelle la récompense qu'elle a promise plus tôt. La noble fille semble complètement perdue lorsqu'elle décide quoi lui offrir, affirmant qu'elle est probablement fatiguée de recevoir des pièces d'or tout le temps. Le gars fauché reste sans voix, mais il la laisse continuer à parler d'une récompense qui, selon elle, est vraiment digne de quelqu'un comme lui. Elle partage une légende selon laquelle les fées auraient offert une épée magique au premier baron de Tarion. Apparemment, cette fée est tombée amoureuse de lui après qu'il ait sauvé leur royaume. Lucy est complètement enchantée par l'histoire de son ancêtre, mais Ian n'achète pas du tout cette histoire d'amour de bas niveau. Il se demande pourquoi la famille Tarion n'a jamais obtenu un titre plus élevé que celui de baron si elle possède une arme aussi légendaire. Cela détruit instantanément son petit fantasme, et elle admet maladroitement que tout cela s'est produit il y a des centaines d'années. Puis elle ajoute qu'il n'y a qu'un tout petit problème entre elle et l'épée. Il est enterré dans la tombe du premier baron, ce qui signifie qu'il faudrait le voler pour mettre la main dessus. Choqué, notre garçon se contente de regarder la fille dérangée qui s'attend nonchalamment à ce qu'il, un parfait étranger, vole la tombe de son arrière-arrière-grand-père. Même alors, il lui demande si elle est vraiment d'accord avec l'idée de donner un trésor familial aussi inestimable puisque sa famille pourrait clairement l'utiliser pour renforcer la réputation de leur baronnie. Il essaie de la convaincre qu'il existe de meilleures façons de l'utiliser, mais Lucy fait juste la moue de colère. La noble fille craque, expliquant qu'il lui a donné une seconde chance de riposter. Ses mains tremblent lorsqu'elle dit que tout ce qu'il a fait a changé sa vie, il mérite donc une récompense d'égale valeur. Elle se lève, embarrassée et clairement contrariée qu'il se moque de quelque chose à quoi elle a tant réfléchi. Le traitant de stupide et stupide, elle retourne en trombe dans sa tente. Après avoir entendu tout cela, le gars avec le QI d'un cuiseur Harry se rend compte qu'il aurait dû mieux gérer cela. À ce moment-là, un chevalier aux cheveux roux l'appelle, lui demandant s'il peut prendre un moment de son temps. Au même moment, un fermier à proximité menace de tuer certains chevaliers s'ils osent le voler. Les sales sacs à ordures se moquent de lui, disant qu'il pourrait envisager de partir s'il remettait quelques poulets. L'un d'eux se plante un doigt dans la poitrine, affirmant que les chevaliers partant à la guerre ne peuvent pas survivre sans nourriture pour les nourrir. Cependant, son arrogance disparaît au moment où il aperçoit un corbeau se poser sur une branche d'arbre à proximité. Il le reconnaît immédiatement comme l'animal de compagnie du maître magicien. Sorti de nulle part, Oberon commence à les avertir de l'arrivée du maître. Alors que les trois idiots sont encore choqués que le corbeau puisse parler, notre garçon les salue nonchalamment par derrière. Le trio tremblant se retourne lentement avec des expressions raides, réalisant instantanément qu'ils sont foutus. Notre garçon demande froidement ce qu'il pense faire. Vous voyez, il a eu une réunion avec le comte avant leur déploiement.
L'hésitation du comte lui fit penser que la demande serait sérieuse, mais à sa grande surprise, l'homme lui demanda simplement une faveur. Il doit faire face à ces mercenaires peu disciplinés qui volent les citoyens. Notre garçon est confus car cela ressemble plus à un travail de chevalier. Le comte pousse un profond soupir et explique que les chevaliers et les mercenaires sont trop proches. Ils sont frères d'armes, ils dissimulent donc les crimes de chacun. Au début, il l'a laissé passer car cela occupait les mercenaires, mais maintenant ils sont devenus audacieux, volant ouvertement, et cela aussi sur le territoire de sa précieuse nièce. Il juge tranquillement l'oncle qu'il a supplié cette nuit-là de leur donner un avertissement, espérant que cela les redresserait. Désormais debout sous son regard lancinant, les trois chevaliers se blottissent comme des jumeaux siamois. Il déclare qu'il est temps que ces chiens errants qui fouillent dans les ordures paient le prix du vol de leur propre peuple. Les trois mouillent leurs pantalons lorsque notre maître mage dit qu'il annulera leur abonnement à vie pour donner l'exemple. Le lendemain matin, la nouvelle de son avertissement se répand partout. Les mercenaires sont tellement secoués qu'ils refusent même de sortir. Ces actions rendent le comte et sa nièce heureux, soulagés que leur peuple puisse enfin se sentir en sécurité. Cependant, le chevalier aux cheveux roux a de mauvaises nouvelles. Il réclame une rencontre directe avec le comte pour lui signaler une grave faille dans leur stratégie. Le soldat déclare sans embâche que dans leur état actuel, ils ne sont rien d'autre que des proies pour l'armée de Grims. Surpris, notre garçon demande s'il y croit vraiment, même avec 400 soldats entraînés à leur côté. Le chevalier répète qu'ils ne sont plus des soldats, ce sont des proies inoffensives. Il explique qu'auparavant, leurs hommes pillaient les territoires de Grims lors de raids. Leur pillage et leur oppression constante pousseraient les citoyens à protester contre Grims, distrayant ainsi ses forces. Mais depuis qu'ils ont arrêté de harceler les civils sous la pression de Yann, la situation a complètement basculé. Les habitants sont désormais calmes, il n'y a plus de troubles, et tout est stable. Cela signifie que Grimm peut se concentrer entièrement sur le rassemblement de ses forces en arrière-plan, ce qui les désavantage énormément. De plus, depuis que les troupes ont été mises au pas par la punition de notre maître mage, leur morale en a pris un sérieux coup. En entendant tout cela, notre protagoniste se rend compte qu'il est coincé dans une situation assez mauvaise. Cette sombre mise à jour donne au comte un véritable casse-tête alors qu'il lutte pour trouver une solution. À court d'options, il se tourne vers notre héros pour obtenir de l'aide. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre cette guerre, sinon l'usurpateur pourrait tout prendre cette fois-ci. Avec un regard inquiet, Lucie se tourne elle aussi vers lui, pleine d'attente. Même sous cette pression, il affirme calmement que la situation n'est pas complètement désespérée lorsqu'il est là. Ces paroles rassurantes leur remontent instantanément le moral, rendant l'oncle et la nièce impatients d'entendre le maître parler. Au même moment, les soldats debout derrière le chevalier aux cheveux roux le regardent comme s'ils venaient de gifler leur mère. Le duo suspect ne fait clairement pas confiance à son attitude trop confiante et a l'air de comploter quelque chose à côté. Le lendemain matin, notre garçon se dirige vers la maison d'un fermier. Le fermier se met à crier après le visiteur et son corbeau agaçant qui ne cesse de faire du bruit devant sa porte. Au moment où il l'ouvre, notre garçon se met directement en face de lui avec un regard mort qui lui fait peur. D'une voix forte, il demande à savoir si l'homme est propriétaire du champ de blé. Confus et agacé, le fermier répond en lui demandant de révéler d'abord son identité. Un chevalier voisin le présente rapidement comme l'apprenti du maître mage et le dit Lord Yann, ce qui fait instantanément disparaître les couleurs du visage du fermier qui se rend compte qu'il a insulté un seigneur. Il tombe immédiatement au sol, enfonçant sa grosse tasse dans la terre tout en suppliant le seigneur Yann de pardonner son ignorance. Le décor étant planté, notre protagoniste passe en douceur à l'étape suivante de son plan. Il déclare que les récoltes sont déjà condamnées, laissant le pauvre agriculteur désespéré en quête d'explications. Enfonçant durement son bâton dans le sol, il rugit que la malédiction du premier baron de Tarion s'est abattue sur son blé. S'engageant pleinement dans l'acte, il baisse la voix et explique que la malédiction frappe toute terre qui a été prise au propriétaire légitime. Pensant que tous ses moyens de subsistance sont sur le point de disparaître, l'agriculteur implore désespérément une solution ou au moins quelque chose qu'il puisse faire. À ce moment-là, notre garçon lui dit de se calmer. Il agit soudainement comme s'il ressentait quelque chose, et ses yeux s'écarquillent sous le choc comme s'il recevait un DM divin du ciel. Levant les mains de façon spectaculaire, il déclare que les cieux ont révélé le seul moyen de lever la malédiction. Si l'héritière légitime Lucie Tarion devient baron, la colère du premier baron sera enfin apaisée. Une fois ce message délivré, lui et les chevaliers quittent rapidement les lieux, affirmant qu'il a détecté une autre malédiction à proximité. Le fermier se mouille presque alors que notre garçon part, laissant tomber un dernier avertissement selon lequel la terre entière deviendra stérile sous Grimm, le règne de l'usurpateur. Après avoir répété le même acte plusieurs fois dans différents endroits, les rumeurs sur la malédiction se sont répandues comme une traînée de poudre parmi la population. Bientôt, les gens ordinaires commencent à protester, exigeant que Grimm démissionne et laisse Lucie prendre la couronne afin qu'il puisse être sauvé de la soi-disant malédiction. Dans le même temps, sa stratégie cérébrale galactique renforce également le moral brisé de l'armée. Cependant, certains des soldats les plus méfiants à l'intérieur ne semblent pas satisfaits de tout cela.
Plus tard dans la soirée, ils déposent leur plainte directement auprès du comte. Dérouté par leur attitude étrange, le comte demande à savoir exactement ce qui les énerve autant. Les soldats affirment que leur maître mage a joué un sale rôle en répandant des rumeurs selon lesquelles leur patrie serait maudite. Ils prétendent qu'il est totalement inacceptable de servir sous les ordres d'un mage qui maudit leur propre pays. Déconcerté par ces idiots absolus, notre garçon demande s'ils sont assez stupides pour croire les bêtises qu'il a inventées juste devant eux. Les abrutis continuent de réagir, affirmant que ces tactiques douteuses sont exactement la raison pour laquelle ils ne peuvent pas lui faire confiance. À ce moment-là, il se rend compte que son plan s'est retourné contre lui. Dès qu'il a menti, ils ont commencé à traiter tout ce qu'il disait comme un autre mensonge. Il laisse échapper un soupir fatigué, déjà las des plaintes de mort cérébrale que ces clowns ne cessent de lui lancer. En même temps, il comprend que les chevaliers sont l'épine dorsale de leur armée et qu'ils ne peuvent donc pas simplement être ignorés. Un regard sur le visage troublé du comte confirme que l'homme sait qu'il doit répondre à leurs exigences pour garder leur confiance. Décidant de lui faciliter les choses, notre garçon prend l'initiative et s'avance. S'ils ne veulent pas d'un mage indigne de confiance, alors il n'a aucun problème à partir de lui-même. Les chevaliers sont frustrés, ne s'attendant clairement pas à ce qu'il fasse ce mouvement, mais il les frappe ensuite avec un autre coup. Il leur fait clairement comprendre qu'ils ne devraient pas revenir vers lui pour obtenir de l'aide plus tard, car s'il s'en va maintenant, il ne reviendra pas.